Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire animé dans le cadre de série La semaine de l'entreprise responsable et inclusive, une initiative organisée par le MEDEF et la FMD afin de promouvoir des initiatives et des organisations humanistes et responsables. Je suis Emmanuelle Bessès, j'ai le grand bonheur aujourd'hui de représenter Wunjo. Nous sommes une entreprise à impact d'utilité sociale née il y a déjà 20 ans dans la belle et grande famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Très concrètement, nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialiste de la qualité de vie au travail et nous accompagnons chaque jour des organisations pour qu'elles soient des lieux où il fait bon vivre et travailler. Nous investissons 20% de nos ressources, de notre temps, de notre énergie et de nos ressources humaines et financières à organiser des actions dites d'éducation populaire, c'est-à-dire que nous prenons la parole pour faire avancer les représentations sur la qualité de vie au travail, sur la capacité à faire du bon travail et à bien le vivre. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une thématique qui est une thématique malheureusement à succès, celle de l'absentéisme et celle du retour des collaborateurs en emploi au travail. Vous savez, la qualité de vie au travail, elle ne se réduit pas à des actions de confort qui permettraient aux travailleurs et aux travailleuses de bien vivre leur travail. La QVT, c'est un sentiment de bien-être qui est vécu individuellement et collectivement. Elle concerne chacun et chacune des travailleurs et des travailleuses pendant qu'elle est en poste, bien sûr. Mais la qualité de vie au travail, de par sa philosophie humaniste, doit aussi prendre en considération celles et ceux qui, pendant une période donnée, sont privés de leur emploi, sont en situation d'arrêt de travail, une situation qui est hautement délicate. L'absentéisme est un phénomène qui touche notre environnement professionnel de manière, j'ai envie de dire, insidieuse et silencieuse depuis plusieurs années maintenant. Le phénomène est en train de devenir bruyant, comme en témoignent les nombreux articles qu'on voit fleurir partout dans les médias, sur LinkedIn évidemment, et qui nous amènent aujourd'hui à prendre la parole. Évidemment, un collaborateur qui est en arrêt de travail, c'est une situation personnelle extrêmement délicate. On va en parler aujourd'hui. Un collaborateur qui est en arrêt de travail, c'est aussi un impact qui n'est absolument pas négligeable pour l'entreprise, pour ses collègues, pour son manager, pour toute l'organisation qui se retrouve amputée d'une ressource humaine, d'une personne qui amène toutes ses compétences, toute son envie, toute sa motivation. On le voit, les absences pour arrêt de travail génèrent des dysfonctionnements dans les équipes, sèment un trouble qu'il est compliqué de gérer. Et lorsque le collaborateur ou la collaboratrice revient après un arrêt de travail, il y a une zone de flottement qui est assez peu adressée par les politiques RH. Que se passe-t-il pour la personne qui est en arrêt de travail ? Qu'est-ce qu'elle vit lorsqu'elle regarde la date arrivée de son retour en emploi ? Que se passe-t-il pour les équipes qui vont voir leurs collègues revenir ? Que se passe-t-il pour le manager ? Et comment l'entreprise, l'organisation peut-elle mettre en œuvre des bonnes pratiques, des dispositifs permettant à cette personne de revenir en emploi de manière sereine et à l'équipe de retrouver son fonctionnement optimal ? Avant de commencer, j'ai envie de vous dire que ce matin, nous n'allons pas parler de la prévention qui permettrait de lutter contre de la désinsertion professionnelle et de l'arrêt de travail. On ne va pas être sur l'amont. Ce qu'on va traiter ce matin, toutes les trois, je vais vous présenter mes deux collègues du jour dans un instant. On va parler de cette deuxième étape, cette étape au cours de laquelle le collaborateur et la collaboratrice est suspendu de sa vie professionnelle et de sa vie socio-professionnelle. Et puis, on va parler des meilleures manières de réintégrer cette personne dans son équipe et dans son environnement de travail. Quelques statistiques pour démarrer, alors que j'emprunte au dernier baromètre du groupe Vive, Vive qui est donc le premier acteur mutualiste de la prévoyance en France. 40% des salariés ont connu un arrêt de travail au cours des 3 derniers mois, dont 9% un arrêt supérieur à 3 mois. Il y a des causes multiples. On considère que c'est 59% des arrêts de travail qui ont pour raison la maladie et les opérations, 38% pour fatigue et dépression, c'est une statistique qui augmente drastiquement, et 27% pour un accident. Pendant l'arrêt, les craintes qui sont remontées par les collaborateurs et collaboratrices en arrêt de travail sont, alors évidemment, leur propre
état de santé, leur propre inquiétude par rapport à leur forme physique et psychologique. Et évidemment, ce qui va avec, c'est l'inquiétude liée à la date de reprise d'emploi. Mais ce qu'on voit, c'est que pour 46% d'entre eux, au-delà de la perte de revenus, l'inquiétude la plus majeure est liée à la reprise du travail. Ce qui est exprimé, c'est au-delà de la peur de reprendre le travail trop tôt, c'est un manque d'accompagnement de la part de l'employeur. Et quand on dit l'employeur, on va parler évidemment du service RH ou de la personne en charge des ressources humaines, mais on va parler aussi du manager. Donc un manque d'accompagnement de leur part, un manque d'accompagnement de la part des partenaires santé, à qui finalement on reproche une forme de distance, un manque d'implication pour les aider pendant leur arrêt de travail et lors de la reprise. Il faut savoir que 28% de ces personnes aujourd'hui expriment un besoin d'accompagnement et de soutien psychologique. C'est fort de ce constat que chez Wunjo, nous avons étoffé nos activités d'intervention spécialiste de la part de Nathalie Garcia, qui va intervenir dans un instant, pour accompagner les travailleurs en arrêt de travail et les employeurs qui souhaitent pouvoir mieux les réintégrer et encore une fois, recréer des conditions de travail optimales. Alors, pour discuter de ce sujet, j'ai le grand bonheur de partager l'écran ce matin avec deux invités de choix. D'abord, Maryse Pénen, qui est responsable communication et RSE chez Berger-Levrault. Bonjour Maryse et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Merci Maryse. À tes côtés, nous avons Nathalie Garcia, qui est formatrice au sein de Wunjo et qui est spécialisée dans le retour en emploi après un an de travail. Bonjour Nathalie, bienvenue à toi. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Merci de me donner la parole aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Alors, j'ai particulièrement grand bonheur à partager ce webinaire avec toutes les deux parce que permettez-moi de vous expliquer que à l'intérieur de moi, il y a deux énergies en fait qui se fréquentent et qui se stimulent à votre contact à toutes les deux. Et c'est pour moi deux valeurs finalement fondamentales. D'abord, le goût de l'humain. Cette idée qui est tellement évidente et pourtant innovante qu'un environnement de travail, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui travaillent ensemble et qui partagent une expérience conjointe. Et je sais que chacune de vous deux, chaque jour, dans votre exercice professionnel, vous avez à cœur de permettre de nourrir ce lien humain entre les hommes et les femmes qui travaillent. Et puis la deuxième chose que vous partagez toutes les deux, et ça n'échappera pas à nos invités, c'est la générosité. C'est-à-dire l'envie de partager vos connaissances, vos expériences, de faire bouger les lignes, de témoigner pour amener des nouvelles idées et j'imagine inspirer des changements de représentation et des changements de comportement. Cette causerie ce matin, en fait, elle sera réussie si à l'issue, le public qui est avec nous repart avec des nouvelles idées et l'envie de mettre en place des nouvelles actions. Donc nous allons partager toutes les trois les 2 heures qui arrivent. 2 heures, c'est merveilleux, hein, on prend vraiment le temps pour en discuter. On voit des webinaires qui se succèdent sur des durées de 30 minutes, 45 minutes, c'est en général assez frustrant. On va vraiment avoir le temps de rentrer dans le vif du sujet. Ça va être un format un peu particulier, ce webinaire, ça va être une causerie, c'est-à-dire un échange tout à fait libre et spontané entre toutes les trois. Et où vous, cher public, vous avez un rôle à jouer. Vous avez à la droite de votre écran un chat qui vous permet de poser vos questions, de partager vos commentaires et vos remarques. Et nous aurons le plaisir d'avoir comme porte-parole pour vous, chers participants, Sonia Besberg, qui est avec nous, qui est notre modératrice et qui est formatrice et coach chez Wunjo. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits messages et à poser vos questions et vos commentaires au fil de l'eau. Sonia pourra nous les relayer et j'en serai la porte-parole orale avec nos deux invités. Alors, pour commencer, Maryse, Nathalie, donc, merci d'offrir de votre temps ce matin, de nous ouvrir les portes de vos structures et les portes de votre esprit et de votre vision des choses. Nathalie, je vais te donner la parole en premier. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, donc je suis Nathalie Garcia, je suis assistante sociale à la CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Et ça fait maintenant plus de 30 ans que j'accompagne au quotidien des salariés et maintenant aussi les indépendants pendant la période d'arrêt de travail, afin de les aider à envisager soit un retour dans l'entreprise quand c'est possible, soit une reconversion pour
repartir dans le monde du travail hors entreprise. Je travaille bien sûr en lien avec tous les acteurs du maintien à l'emploi, hein, que sont Cap Emploi, etc. On en parlera tout à l'heure, puisque c'est une démarche quand même collective. Et je développe également des formations aujourd'hui pour transmettre en fait cette expertise de terrain et aider à la fois les salariés et les managers pour essayer de vivre au mieux cette période de retour à l'emploi après un arrêt de longue durée. Merci Nathalie. Même question Maryse, est-ce que tu veux bien en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, donc en fait, moi, je suis en charge de la communication et surtout de la RSE chez Berger Louvreau. Berger Louvreau, qui est un éditeur de logiciels qui accompagne les collectivités, le secteur médico-social et également les entreprises privées dans tout ce qui est maintenance prédictive. Voilà, donc moi, j'ai pris la direction de la RSE du groupe il y a à peu près 4 ans et je m'intéresse donc à toutes les dimensions de la RSE, à savoir bien sûr le social, sociétal et environnemental. Et il faut savoir aussi que l'humain m'intéresse tellement que j'ai aussi suivi une formation de coach pour justement accompagner au plus proche l'humain et connaître et essayer de comprendre comment il fonctionne et quels sont les leviers. Voilà. Donc, je suis ravie de pouvoir témoigner ce matin. Merci Maryse. Tu parles déjà de connaître et de comprendre comment fonctionne l'humain. Ça me donne une transition toute vue pour ma première question que j'ai envie de te poser, Nathalie. J'aimerais bien que tu nous fasses vivre un grand exercice empathique, un plongeon, un vie ma vie, un collaborateur qui est en arrêt de travail et notamment de longue durée. Ce que tu dis, toi, c'est qu'il vit un véritable tsunami. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, en fait, le mot tsunami, il n'est pas venu par hasard, parce que pour moi, il symbolise vraiment le chaos, le basculement qui se passe quand on est en arrêt de travail. Comme son nom l'indique, c'est l'arrêt du travail. Donc, du jour au lendemain, eh bien, la personne, elle se trouve seule chez elle, coupée de son environnement professionnel, coupée de ses rails où chaque matin, en fait, quand on travaille, on ne se pose pas la question, hein, on se lève, on va travailler, le rythme des journées s'enchaîne, le boulot, on rentre à la maison, les vacances, et voilà, c'est un rythme. Quand on est en arrêt de travail, tout ça, ça explose. C'est vraiment ça qui se passe. On se retrouve seul, chez soi, et en plus confronté avec une problématique de santé. Donc ça veut dire que le quotidien peut être impacté par de la souffrance, qu'elle soit physique, psychique, qu'il faut vivre seul. Je dis souvent, l'arrêt de travail, c'est une période où on se retrouve seul face à soi-même. On commence à être en décalage par rapport à son conjoint qui va travailler, à ses amis, à ses collègues, parce que même si les relations sont bonnes, on va voir ses collègues, mais en fait, on voit bien que vite, on dérange parce qu'ils sont à fond, parce qu'ils travaillent, et que nous, on est à complètement notre rythme qui s'installe. Et plus le temps va durer, et plus on va être parsemé de doutes, d'incertitudes par rapport à cette situation en fait qui nous tombe dessus, parce qu'en général, voilà, soit c'est un pronostic qui arrive et il faut avancer, soit c'est une intervention qui est programmée, mais qu'est-ce qui va en advenir de sa santé? Donc beaucoup de fragilité, c'est une situation vraiment de fragilité qu'on va vivre seul, voilà, et qu'il va falloir dépasser et avancer. Donc petit à petit, on perd ses repères, on se coupe du monde professionnel, on se sent coupable aussi, c'est ce que disent les gens, c'est-à-dire que voilà, hein, on se sent à l'écart de la société, et plus l'arrêt dure, plus on se pose des questions sur sa reprise au travail. Est-ce que je vais être capable de revenir dans l'entreprise? Sachant aujourd'hui à quel rythme les évolutions se passent dans les entreprises, hein, les logiciels, les procédures, les personnes qui changent, le turnover. Voilà, il y a beaucoup d'appréhension et la reprise, ça va être vraiment quelque chose de difficile, un autre cap qu'il va falloir appréhender. Et c'est important de comprendre que le salarié qui part en arrêt, quand il va revenir, ce sera une autre personne. Et ça, si on doit garder à l'esprit une idée, c'est vraiment celle-là. Parce qu'il aura traversé toutes ces épreuves, seul, avec les traitements. L'agenda, c'est plus des rendez-vous de travail, c'est des rendez-vous médicaux, médecin traitant, les soins, le kiné. Ce n'est que ça, l'arrêt de travail. Donc voilà, c'est important de prendre conscience que c'est vraiment une période de mise en retrait et que pour revenir dans le monde du travail, eh bien, il va y avoir une passerelle et un cap à passer.
Et ça, c'est important parce que les gens, moi j'ai beaucoup de managers qui disent oui, mais bon, l'arrêt de travail, voilà, l'arrêt est terminé, voilà, la personne, elle peut reprendre. Certes, elle peut retravailler, mais tout ce qu'elle a vécu, ben, elle va l'amener avec elle dans ce retour-là. Et c'est ça qui va être à prendre en compte. Donc le tsunami, pour moi, c'est vraiment cette idée de chaos et de reconstruction après pour favoriser une reprise la plus sereine possible. Car tout le monde aura y gagné, autant le salarié que l'entreprise. Ce que tu racontes, cette perte de repères, cet isolement, cette dégradation de la confiance en soi, est-ce que en fonction de la durée de l'arrêt, c'est plus ou moins présent ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de lien avec la durée de l'arrêt? Effectivement, plus la durée de l'arrêt est longue, ça c'est clair, mais parfois des arrêts courts tellement traumatisants peuvent générer des situations difficiles. Il n'y a pas vraiment de cause à effet parce qu'en fait, c'est une situation qu'on va vivre seul, avec soi, en fonction de son parcours, de son environnement également. Est-ce qu'on est soutenu sur le plan familial? Est-ce qu'on est seul? Tout ça, ça va impacter aussi la manière dont chacun va vivre cette étape. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de règles. Bon, il y a des bonnes pratiques à avoir, mais c'est tellement subtil et sensible qu'il faut vraiment s'intéresser à ce que va vivre la personne. C'est ça qui est important. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. C'est ça qui peut être compliqué parce qu'on est tous impactés par cette situation. C'est pas des situations faciles à vivre parce que la maladie, elle peut nous toucher tous, personnellement ou aux membres de sa famille. Et en tant que manager, ça peut être difficile de se confronter à cette situation-là. Maryse, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque plein de choses. Ça me renvoie aussi à ce que l'on peut vivre dans l'entreprise et ce que l'on peut vivre, ce que je peux vivre aussi en fait dans mon environnement. Et c'est vrai que la bienveillance est une valeur, vraiment une attitude que l'on a chez Berger-Lovreau et prendre soin de l'autre et cette conscience de se dire en fait l'autre il est peut-être seul et il est isolé, c'est vraiment quelque chose que je crois qui est assez bien intégré au sein des services RH. Et je ne sais pas si, par exemple, je peux un peu témoigner des différents dispositifs ou pas encore à ce stade, en fait. Vas-y. En place, voilà. Donc, la première chose qu'on fait, c'est que une fois qu'on a reçu l'arrêt de travail, etc., on va essayer de prendre des nouvelles, mais sans être trop intrusif aussi, parce que en fait, on ne connaît pas la raison de l'arrêt de travail, sauf si, en fait, la personne a souhaité transmettre la raison de l'arrêt de travail, mais dans les premiers jours, on ne sait pas trop. Ce que l'on fait aussi, c'est que on prend soin de communiquer au niveau de l'équipe. En fait, en général, ça fait partie du parcours manager, c'est-à-dire que les managers ont aussi le devoir assez rapide d'informer leurs équipes parce qu'inévitablement, il va y avoir de la perturbation. Donc, il faut aussi penser à réorganiser le travail, voir comment on s'organise avec une personne en moins, ou lorsque ce sont des personnes clés, c'est peut-être comment on peut redistribuer le travail, voir comment on remplace la personne si, par exemple, il y a un arrêt de travail assez long qui est déclaré assez rapidement. Donc, réguler au niveau de l'équipe, c'est quelque chose déjà pour dire que voilà, on partage cet état de fait, on est une équipe et ça, c'est assez important. Après, je crois savoir, alors je suis pas juriste ni RH, je crois savoir qu'il y a un dispositif légal dans la loi santé 2021 avec la médecine du travail justement qui permet une certaine symétrie des attentions et qui permet aussi de prendre des nouvelles du collaborateur lorsqu'il n'a pas forcément voulu donner plus de détails auprès de l'employeur. Voilà. Alors après, si vous voulez, chez nous, alors je vais un peu forcer le trait. Il y a 2 cas de figure, en fait, de façon assez simple. Un cas de figure où finalement le collaborateur va vouloir rester en relation. Alors soit ça va être avec son manager, soit ça va être avec des collègues, mais va continuer à savoir ce qui se passe un petit peu dans l'entreprise. Soit, comme tu le disais, Nathalie, des fois c'est blackout, on n'a plus de, et là on est complètement coupé du monde. Donc là. Bien sûr, on respecte le rythme du collaborateur, mais là, en fait, il y a une espèce de contrat tripartite qui est mis en place entre les RH, en fait, qui ont ce rôle aussi de lien qu'ils vont faire, le manager et bien sûr son équipe, et puis la personne qui est en arrêt. Alors, à un moment donné, un peu plus tard dans le temps, eh bien, en fait,
on essaye de comprendre. Est-ce qu'il y a lieu de mettre en place un temps partiel? On essaye de comprendre aussi quelles sont les motivations de la personne, etc. Est-ce qu'elle a besoin d'un mi-temps thérapeutique? Enfin, voilà. Et tout ça, on essaye d'adapter en fait le poste par rapport au rythme souhaité par le collaborateur. Et bien sûr, ceci se fait en relation avec les managers. Et parce que ça arrive aussi, il y a des cas d'inaptitude, par exemple, eh bien, il est envisagé soit un aménagement de poste, soit parfois un reclassement. Et là, en fait, si vous voulez, là, on travaille vraiment de pair avec une personne des services RH qui est plutôt orientée RQTH, et Émilie, et qui soit veille vraiment à aménager, même physiquement, quoi, le poste de travail, soit peut parfois accompagner le collaborateur à une reconnaissance de statut pour des cas un peu compliqués. Donc, en fait, on les accompagne parce que ça aussi, c'est un processus un peu de deuil, quoi. Reconnaître peut-être dans des cas très, très graves, quoi, que tu peux avoir, en fait, un statut de travailleur handicapé. On les accompagne aussi d'abord pour dire, faut pas avoir honte, enfin, faut pas rougir, ça nous arrive à tous, et ça, on a eu des campagnes auprès des managers pour dire qu'en fait, je crois que c'est 40% que tu disais, hein, 40% des collaborateurs qui peuvent vivre une situation en fait de handicap un jour dans l'entreprise, quoi, parce que tu t'es cassé une patte ou parce que c'est beaucoup plus grave. Donc là, nous, en fait, de façon collective, dans le cadre du parcours manager, on apprend vraiment à dédramatiser ce type de situation. Et puis, en fait, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les situations, il faut vraiment que le collaborateur, là où il en est, il se sente vraiment réaccueilli par l'entreprise. Et lorsque, par exemple, on a un collaborateur qui a été absent pas mal de temps, en fait, vous savez, chez nous, on a tout simplement un processus d'inclusion qui s'appelle le BELCOM pour accueillir un nouvel arrivant. Et lorsque quelqu'un a été absent très longtemps, on lui propose aussi de revivre un BELCOM avec des nouveaux entrants pour que aussi ils soient mis au courant de qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise en termes d'organisation, macro-organisation. On est dans des entreprises qui bougent très très vite. Donc là, le mettre à niveau de ce qui s'est passé dans l'entreprise, c'est hyper hyper important. Et là, si tu veux, Emmanuel, je pourrais tout à l'heure revenir sur un principe clé qui m'a été aussi livré dans ma formation de coach, ce qui est le principe de l'ICO, l'inclusion, le contrôle et l'ouverture de Will Schultz, c'est pas moi, hein, mais qui est super super éclairant pour comprendre en fait des mécanismes qui se jouent au niveau de l'être humain. Ok, ouais, avec grand plaisir. Alors là, Maryse, tu viens de nous faire vivre le 360 de l'arrêt de travail jusqu'à finalement toutes les conditions qui permettent de réaliser un maintien en emploi positif avec toutes les parties prenantes. Merci, c'est un merveilleux sommaire pour ce qui nous attend, pour le temps qui nous est donné ce matin. Donc, on entend que chez Berger-Levroux, il y a une vraie conscience déjà de la situation et la nécessité de la traiter comme il faut, à la fois pour la personne, mais aussi pour tout son écosystème. Pour rentrer un peu dans le détail de cette situation, voilà, le travailleur qui est arrêté. Nathalie, bon, j'imagine que tu as envie de réagir déjà à plein de choses. Et est-ce que tu peux nous livrer par rapport à ton expérience si le vécu de l'arrêt de travail est vécu différemment, par exemple, en fonction du motif de l'arrêt de travail? Est-ce qu'il est vécu différemment en fonction de la relation qui est maintenue ou pas maintenue avec l'équipe, le manager, l'employeur? Oui, ben forcément, le motif de l'arrêt va avoir une influence sur la manière dont cela va être vécu par le salarié. Quand il s'agit d'une intervention programmée, par exemple, ça laisse le temps à la fois au salarié de s'organiser un petit peu, de pouvoir préparer son départ avec son manager, avec ses collègues, de voir un petit peu comment ces dossiers seront suivis. Donc, il est vraiment partie prenante là de son départ. Donc, je dirais que c'est vraiment la condition idéale qui va permettre de préparer en amont et de préparer ensuite le retour. Ça sera plus simple parce qu'il y aura eu ce temps-là d'échange sur l'absence. Comment l'organisation, l'entreprise va pallier et va associer, parce que je crois que ce qui est important, c'est ça, c'est que le salarié fait partie d'une équipe, il donne beaucoup au travail et de se sentir investi dans la préparation de son départ, ça c'est important pour la réintégration future. Ça c'est quelque chose qui se passe là. Et ça c'est très important et ça va faciliter la mise en lien.
Ça peut être, par exemple, de travailler en tuilage avec un collègue pour le passage de ses dossiers. Donc voilà, il part dans des conditions assez satisfaisantes parce qu'il aura passé le relais. Ça, c'est très important pour la suite. Mais parfois, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un accident de voiture grave, on est hospitalisé et ça s'arrête d'un coup. C'est un accident, ça dépend des séquelles. Il y a des pathologies dépressives, de fragilité psychologique, où là, c'est autre chose. Et dans l'inconscient collectif, ça n'a pas la même résonance, ça n'a pas le même impact. Il y a des pathologies qui font plus peur. D'accord. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Quand ton collègue voilà, annonce à son équipe, et ben voilà, je vais me faire opérer, on vient de me découvrir une tumeur, je vais partir sur des traitements lourds, ben là, l'impact au niveau de l'équipe, du manager, il va être aussi lourd. Et ne pas accueillir ça, eh ben, ça va être compliqué pour la suite, parce qu'il faut que ça se parle aussi. Mais c'est ça qui est compliqué sur le terrain. Parce que pour moi, tout se joue au plus près du terrain. Et je trouve que bon, le témoignage de Maryse est vraiment intéressant par rapport à tout ce qui est mis en place. C'est vraiment précieux de le reconnaître parce qu'il y a, vous savez, aujourd'hui, il y a près de la moitié des salariés qui trouvent que rien n'est fait pour eux. Donc déjà là, on a l'image d'une entreprise qui se soucie de ce point-là. Ça, c'est déjà important parce que souvent, on ne veut pas le voir. Hein. Ce n'est pas des situations qui font plaisir. Hein. Donc voilà. Ou alors, on la gère pour se mettre en règle vis-à-vis de ce que prévoit la loi. Voilà, on fait ce qu'il faut, mais sans trop aller sur le terrain. Et en fait, ces situations-là, elles ne peuvent vraiment se prendre en considération qu'au plus près du terrain avec ce que vivent les uns et les autres. Un manager qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas en capacité de recevoir ou d'écouter ce que va vivre son collègue, ça va être problématique. Moi, j'ai le cas d'une salariée qui est revenue après 2 mois d'arrêt. Vous allez me dire, c'est pas très long. Mais c'était un arrêt parce qu'en fait, elle avait un de ses parents qui commençait à avoir des troubles psychiques, avec des hallucinations, des choses quand même difficiles. Et cette personne était en accueil avec du public. Au bout d'un moment, elle n'a pas pu tenir. Elle a vu son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail. Et quand elle est revenue, eh bien, elle s'est installée à son poste, un open space. Son manager est rentré, a dit bonjour à tout le monde, est allé dans son bureau et n'est même pas venu la voir pour lui dire un petit mot. Elle est restée dans son bureau. Donc, depuis tout à l'heure, tu as dit à plusieurs reprises, il faut que ça se parle. Nathalie, l'un des grands messages que tu as à faire passer, c'est justement cette communication, le fait de mettre des mots. Alors, si possible, quand effectivement le départ peut être préparé, hein, quand on a cette chance, hein, presque, j'ai envie de dire, versus un arrêt de travail extrêmement subi, que ça se parle, c'est-à-dire que la personne concernée puisse, elle, exprimer, trouver cet espace pour s'exprimer, qu'elle s'autorise cette liberté, que le manager crée cet espace, que l'équipe aussi soit là à l'écoute. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je crois que là, il faut être très... il faut y aller à pas de velours, en fait. Parce qu'il faut aussi avoir un contexte qui va favoriser cet échange-là. Il y a des organisations aujourd'hui où il y a tellement de souffrance et de douleur que c'est même pas possible. Parce que le manager, il est à 10 000 lieues de ça. Lui, il gère son équipe, il doit faire du reporting, il doit en plus faire en sorte que ses salariés aillent bien, il a atteindre ses objectifs. Et en plus, il faut lui demander d'aller écouter les collaborateurs. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est ça, quoi. Et soit le manager sensibiliser, former, et je trouve que c'est important de déployer aussi tous les outils, parce que le manager, il n'est pas seul dans cette étape-là, il peut se faire aider. Mais il faut au moins, déjà, il faut que le manager, il se connaisse bien. Et il identifie, mais qu'est-ce qui fait que dans cette situation, je ne suis pas à l'aise? Pourquoi ce manager, elle n'est pas allée lui dire un mot? Peut-être que souvent, c'est ça, c'est par maladresse, parce qu'on ne sait pas, on a peur de choquer. Mais comme je dis souvent, il vaut mieux être maladroit que de ne rien dire. Parce que ne rien dire, c'est poser un acte. Et pour le collaborateur, ça veut dire qu'il le reçoit comme voilà, qui n'existe pas, que ce qu'il a vécu n'est pas pris en compte. Et ça, c'est difficile. Donc, il vaut mieux dire, ben, écoute, voilà, je suis pas très à l'aise, mais voilà, je suis contente de te revoir, j'espère que ça va, mais je suis pas à l'aise. Mais il faut le dire, c'est pas grave. Et les gens comprennent. Et ça, souvent, voilà, on ne s'autorise pas parce qu'on a peur de mal faire. Mais en fait, on fait comme on est. Et c'est cette authenticité, c'est la sincérité qui va parler dans ces situations-là. Mais c'est pas facile.
Et je pense qu'il faut créer des espaces aussi pour pouvoir libérer la parole, mais il faut, attention, que les conditions soient favorables. Et laisser le choix aux collaborateurs, aux salariés de dire ce qu'il a envie de dire. Comme tu disais, Maryse, l'arrêt de travail, ça suffit, on n'a pas à se justifier. Et combien de fois je dis aux collaborateurs, non, vous mettez stop, vous envoyez un message à votre manager en disant, voilà, je suis en arrêt, j'ai besoin de temps, merci de respecter ce temps de repos. Juste ça. Et un manager, pour maintenir le lien, il y a effectivement le manager, mais il y a l'équipe, il y a les collègues. On peut aussi avoir des nouvelles par les collègues, et je dirais que ce qui va être le terreau favorable, c'est les relations qu'il y a au départ dans l'équipe. Voilà, il y a des habitudes, il y a des équipes qui ont plaisir à partager un moment de convivialité, une auberge espagnole. Et puis voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut dire à son collègue, ben voilà, tiens, viens boire le café avec nous. Mais il faut que les conditions soient favorables, parce qu'il y a des entreprises où c'est pas possible et où ça va mettre en plus, rajouter de la difficulté pour le collaborateur, parce qu'en fait, l'équipe ou le manager n'est pas en capacité d'accueillir cette fragilité-là. Voilà. Parce qu'il a ses préjugés et qu'un salarié qui a un statut de travailleur handicapé, déjà le statut, on en a parlé Marie, on y reviendra, mais faire un dossier à la MDPH pour avoir un statut de travailleur handicapé, mais il faut se l'entendre dire, les mots ils sont violents. Il faut se mettre à la place de l'autre. Hein. C'est Carl Rogers, c'est un psychologue américain qui a développé l'approche centrée sur la personne. Et là, dans cette situation-là, il faut peut-être être un peu outillé, être rassuré sur le fait qu'on peut dire les choses. Mais il faut un contexte qui le permet. Ça, c'est important, parce que sinon, ça peut avoir des effets délétères et des effets inverses, où on rajoute de la souffrance. Maryse, chez Berger-Levrault, est-ce que les managers sont encouragés et formés à ce type de situation, et notamment à libérer la parole, à oser exprimer leurs émotions, voire parfois leur malaisance face à une situation? Oui, alors en fait, vous savez, les transformations, elles ne s'opèrent pas du jour au lendemain. Mais en fait, dans un parcours manager donc, que l'on a mis en place, effectivement, on leur apprend en fait à s'exprimer auprès de leurs équipes en toute transparence. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de voilà. Et il faut que le manager soit aussi exemplaire dans cette capacité qu'il doit avoir à savoir dire les choses, à les dire avec humilité aussi et en toute simplicité, à mettre à l'aise aussi son équipe. Mais ça fait partie effectivement de ce qui est attendu chez nous en termes de comportement de la part du manager. Ça, c'est sûr. Après, bien sûr, on a beau avoir, si vous voulez, un parcours manager, je ne peux pas dire que tout le monde l'applique à la règle, etc., parce que c'est étroitement lié aussi aux individus. Il y a des personnes qui deviennent managers parce qu'au départ, elles étaient des super techniques, super ingénieurs qui sont devenus managers et qui parfois ont la fibre humaine un peu moins développée que d'autres qui sont vraiment, vraiment managers. Mais on essaye en fait de veiller à ce qu'il se passe des choses à ce niveau-là et lors de l'évaluation annuelle, en fait, même des managers, on veille bien à tout ça aussi quand même. Voilà. On essaye en tout cas. Par rapport à l'objet de l'arrêt de travail, Nathalie, je veux bien ton point de vue et Maryse, que tu rebondisses sur les pratiques au sein de ton entreprise. On a plusieurs questions dans le chat sur est-ce qu'il faut être transparent en tant que travailleur arrêté auprès de son employeur sur le motif de l'arrêt de travail. Alors, notamment, évidemment, là, les questions tournent beaucoup autour du burn-out avec derrière la peur d'être étiqueté, d'être jugé, dévalorisé en tant que personne fragile. Et quid du secret médical? Non, le seul document qui atteste de l'arrêt, c'est l'arrêt de travail. Le salarié, ça fait partie des libertés fondamentales, il n'a pas à dire, à donner le motif de son arrêt. Et s'il est questionné sur ce sujet-là, il faut être très clair et dire, voilà, j'ai un médecin qui évalue que mon état de santé justifie d'un arrêt de travail, je dois me soigner, prendre soin de moi, mais je ne peux rien dire de plus. Alors c'est sûr que pour un manager qui doit gérer un service RH, qui gère des humains avec un turnover important et l'absence d'un salarié, perturbe le travail au quotidien. N'empêche que c'est comme ça. Donc, c'est vraiment laissé à l'appréciation du salarié. Et dans les situations de souffrance au travail, je parlais tout à l'heure de maintenir le lien, ça c'est dans ces situations où tout va bien, mais quand un salarié est en burn-out ou souffrance au travail par rapport à une personne, un manager, ben en fait pour lui, c'est l'entreprise en fait qui l'englobe dans cette situation-là. Et là, le maintien du lien,
je dirais non. Il faut surtout plus maintenir de lien. Parce que ces gens-là, ils ont tendance à toujours, je me disais hier, je ne vais pas reprendre la belle intervention du médecin Dr Lechinia, qui a bien expliqué les mécanismes. À un moment donné, il faut dire stop, il faut couper. Vous savez, il y a des gens, ils ne sont même pas capables de passer dans la rue où il y a l'entreprise. Ils font des détours. Si vous saviez tout ce qui se passe. Et là, à un moment donné, ils ont des messages. Alors, les managers disent, bon, quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu reviens? Vous imaginez la pression. Et d'un autre côté, ils ont tellement envie d'y aller parce que c'était leur vie, le travail, mais d'un autre côté, c'est plus possible. Donc, c'est compliqué à vivre au quotidien. Et est-ce que tu vois des personnes qui, à contrario, ont envie et besoin de donner le motif de leur arrêt de travail? Peut-être derrière, moi j'imagine, enfin, en tout cas c'est ce qu'on voit sur le terrain, c'est aussi un besoin de reconnaissance en fait d'une situation. Parfois certains pour lesquels il y a une clarté qui leur fait du bien aussi, tu vois, qui libère une forme de poids. En fait, c'est très variable. S'ils se sentent écoutés, reconnus et que voilà, ils sont bien dans leur équipe, bien sûr qu'en général ils partagent et l'équipe est là, elle les soutient. Voilà, une salariée qui est partie pour des traitements de jour, cancer, chimio, elle avait de très bonnes relations avec son manager, son équipe, et bien c'était des petits messages, petites cartes pour dire on pense à toi. C'est différent d'envoyer un message en disant prends soin de toi, on pense à toi, tout simplement, juste dire, tu n'es plus là, mais tu es encore là dans nos cœurs. Quelque part, c'est ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on vit au travail? On partage du travail, on partage des vies, on partage du lien social, des valeurs. Il y a tout ça qui se vit quand ça se passe bien. Voilà. Et là, l'entreprise est un soutien aussi, les collègues. Voilà. On dit, voilà, c'est ce qui s'est passé, des gens qui étaient en contact avec des clients, ben voilà, les clients te font passer ce petit message, c'est important. Mais je dirais c'est au cas par cas, c'est du cas par cas. Mais après, il faut aussi que les managers soient formés aussi à accueillir ça, parce que parfois, ça leur retombe en plein dans la figure. Et la crise de Covid a été un exemple fort. Les managers ont découvert qu'en fait, c'était pas juste des travailleurs qui avaient dans leur équipe, mais des humains avec des soucis, des parents âgés, des ados compliqués, voilà, et il fallait jongler. Et ça, c'est compliqué à accueillir. Donc c'est pour ça que, comme tu dis Maryse, sensibiliser les managers, c'est déjà beaucoup, leur donner de l'information, leur dire qu'ils ne sont pas seuls aussi, et accueillir les émotions de l'autre, c'est pas les juger, c'est juste être là. Mais ça, c'est difficile. Il faut l'expérimenter petit à petit, et c'est souvent à l'occasion d'un arrêt long dans son équipe, ça peut être l'occasion de travailler sur ces points-là, d'échanger avec ses collègues, et puis que le manager, comme tu dis, il n'y a pas de tabou, arrive à dire, ben là, je sais pas, je sais plus. Voilà, je suis touchée par ce que tu me dis. Rien que dire ça, on n'attend pas de réponse, on n'attend pas de jugement, mais juste être là. Bon, mais ça, c'est moi, de ma pratique, c'est du quotidien, ça paraît du bon sens, mais en fait, non. Je me rends compte que dans les entreprises, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des freins et qu'il faut travailler sur ça. Et c'est vrai que d'avoir la volonté d'informer, de ce que tu disais Marie, d'un service RH dédié à l'accueil et l'accompagnement sur cette situation-là, je trouve que c'est bien. Parce qu'au moins, il y a un référent. Et le manager, il peut, j'imagine, dans votre structure, il peut se faire aider aussi du référent. Bon, attends, moi c'est compliqué, mais voilà. Il y a le service social, peut-être, en interentreprise. On est là pour ça, hein. Le service social, il est vraiment dans l'écoute. Il y a le service social de l'assurance maladie qui est peu connu. On ne parle jamais de nous. Alors là, merci, c'est l'occasion. Bon, je suis aussi formatrice, formée en QVT, mais c'est l'occasion de dire tout le travail souterrain qu'on fait. Voilà, parce que c'est les médecins conseils qui orientent souvent vers le service social de l'assurance maladie pour dire attention, ce salarié risque d'avoir des difficultés pour la reprise. Il faut l'aider. Et qu'est-ce qu'on fait la majorité du temps? On écoute. Et pendant un arrêt de travail, de quoi parlent les gens? Beaucoup du travail. Voilà. Du travail, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils vont plus pouvoir faire et comment ça va se passer. Et je me sens coupable. J'ai laissé mes collègues qui étaient déjà débordés. Et moi, je suis en arrêt, il faut que je reprenne. Ça va tous les types de figures. Et comme... Oui, vas-y, Maryse.
Ouais, moi, je voudrais revenir un petit peu sur la situation de burn-out qui, à mon avis, est une situation un peu différente finalement, de quelque chose de physique, d'une maladie physique, en fait. Parce que là, on va vraiment toucher l'ordre du psychologique, mais profond. Et moi, de ce que j'ai pu aussi expérimenter tout au long de ces dernières années, c'est que, en fait, le burn-out, il y a d'abord des signes, des premiers signes que l'on peut sentir aussi au travail, voilà, de fatigue, ou d'excitation. Enfin, il se passe quelque chose et le manager doit aussi être assez attentif à ce qui peut se passer au niveau de ses équipes par rapport à ça. Et quand le burn-out arrive, moi, enfin, j'ai le sentiment quand même que c'est la dernière goutte d'eau qui fait vraiment déborder le vase. Et là, vraiment, il faut prendre soin et veiller à ce qu'il n'y ait pas de maladresse commise, notamment au niveau de l'équipe et du manager. Parce que ça peut être encore pire, quoi. Parce que là, en fait, presque la personne, elle a besoin d'un vide sanitaire pour son bien, quoi. Et là, je crois que les entreprises ou les managers n'en ont pas assez conscience parce qu'ils sont dans dans leur production. Enfin, moi, de ce que j'ai pu voir, en fait, euh, c'est juste mon témoignage perso, hein, de ce que j'ai pu vivre. C'est qu'en général, quand il y a eu un burn-out, c'est profond. Souvent, les personnes se remettent profondément en question, perte de confiance. Enfin, ça peut aller très, 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 très loin. Et moi, je dirais que ce que j'ai pu voir chez Berger-Leroux quand c'est arrivé parfois, c'est que, en fait, c'est quelque chose qui était peut-être lié au travail, mais pas que le travail. Il y a le perso, il y a tout un ensemble de choses, quoi. Et souvent, les personnes, au bout d'un moment, parce qu'il faut aussi il y a le temps du deuil, voilà, d'accepter. Enfin, on peut pas précipiter les choses. Il y a un moment qui doit s'écouler et petit à petit, la personne fait son chemin et puis elle va se reconstruire, etc. Il faut respecter tous ces rythmes-là. Et, euh, et là, je veux le dire, hein, aussi, les services RH ont aussi pour mission peut-être d'aider la personne après un long moment de se dire, mais en fait, finalement, est-ce que tu as vraiment envie de revenir dans l'entreprise? Est-ce que c'est pas pour toi l'occasion, peut-être, tu vois, de faire un bilan de compétences, de voir, peut-être, de te repositionner peut-être ailleurs si mais je dis qu'il faut beaucoup de temps avant qu'on en arrive là. Mais voilà, pour moi, le burn-out est vraiment quelque chose que, voilà, j'en ai vu, c'est hyper dévastateur. Mais il y a aussi des signes avant-coureurs. Et je pense que les entreprises gagneraient aussi, et on n'y est pas tout à fait chez nous, à sensibiliser les managers aux signes avant-coureurs. On a eu un webinaire très instructif et passionnant hier après-midi, hein. Je vous invite à aller le regarder avec le témoignage du docteur Léchémia. La réintégration d'un collaborateur après un arrêt de travail, il y a autant de situations que d'êtres humains, mais après, en fonction évidemment du motif de l'arrêt de travail, le processus de re-onboarding mérite d'être adapté. Et pour ce qui est du cas hyper spécifique du burn-out, on a notamment une question là d'ailleurs dans le chat, quelqu'un qui dit au retour, il faut limiter le stress. Comment l'employeur peut le comprendre s'il n'est pas sensibilisé? C'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle revient, elle a quand même vécu, voilà, tu parlais d'un tsunami tout à l'heure, Nathalie. Il faut comprendre aussi que physiologiquement, en fait, son corps a été complètement atteint au niveau neuronal, au niveau cognitif, sans parler évidemment de la partie émotionnelle et affective. Et il y a tout un environnement de travail qui mérite effectivement d'être davantage sensibilisé pour mieux accepter l'absence de la personne et comprendre qu'en fait, c'est juste une obligation pour cette personne d'être absente. C'est pas un souhait, c'est pas une volonté de planter les équipes. Et puis, pour aussi apprendre de cette situation, puisqu'il y a rarement des burn-out isolés dans les équipes. On sait qu'il y a des facteurs personnels, mais il y a aussi beaucoup de facteurs organisationnels. Donc, voir aussi, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, sur le fait que quelqu'un qui est en arrêt de travail est aussi offre quelque part le cadeau d'une remise en question de l'équipe et du collectif de travail. J'avais une question. Alors, Marie, ça c'est pour toi dans le chat. On demande s'il est possible de partager un peu davantage sur le parcours manager chez Berger-Levrault. Est-ce que tu as un support qui est communicable ou est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Alors, je connais parce qu'en plus, il est régulièrement revu on est dans un monde qui se transforme en permanence. Donc, le service de développement RH, en fait, réactualise très, très régulièrement. Je connais pas dans les détails, j'en suis désolée. Par contre, je vous ferai passer, en fait, la trame. Je te ferai passer ça, en fait, si tu veux, Emmanuel, et puis ensuite, tu pourras peut-être le diffuser à l'issue aux participants qui le souhaitent. Avec plaisir.
Maryse, toi, chez Berger-Levrault, qu'est-ce que tu observes pendant l'arrêt de travail? Plutôt du lien, plutôt de la coupure, un peu des deux? En fait, comme le disait Nathalie, c'est super, ça dépend vraiment des cas de figure, hein. Quand il y a quelqu'un, par exemple, qui a un cancer et qui a un chimio lourde, etc., bon, alors c'est vrai qu'en général, lorsqu'il s'agit, je dirais, plutôt de problèmes physiques, de maladies, tout ça, on est plutôt dans une relation de confiance et en général, soit quelqu'un de l'équipe, soit le manager est au courant. Et en fonction de la situation, on l'apprécie. Mais aussi, on sait respecter, comme le disait tout à l'heure Nathalie, enfin, si quelqu'un est en traitement hyper lourd, on va absolument pas être intrusif, quoi, et on lui laisse le temps. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de sentir que l'entreprise s'attend et voilà. Et parce qu'en fait, il faut aussi que tu sois serein pour ton traitement, clairement. Donc, ça dépend des cas de figure. Je peux pas dire qu'il y a, oui, on est plutôt très, je dirais que majoritairement, il y a quand même des liens qui s'établissent. Pas forcément dans les premiers temps, mais on laisse aussi la personne, revenir vers nous, hein. Enfin, c'est plutôt ce qui se passe, quoi. Mais c'est très très variable. Ça dépend les liens qu'elle a avec l'équipe, avec son manager, le manager avec les RH. C'est géométrie variable, en fait, je dirais. Une question orientée fonction publique. Nathalie, est-ce qu'on a le droit de communiquer avec un agent qui est en arrêt? Le service social de l'assurance maladie intervient-il également pour les agents de la fonction publique? Non, non. Les agents de l'assurance maladie interviennent sur le secteur privé. Alors, des personnes qui travaillent dans des institutions publiques, mais avec un contrat de droit privé, sinon, dans la fonction publique. Et en général, fonction publique territoriale, c'est le centre de gestion, en général, qui intervient. Et dans la fonction publique hospitalière, c'est le service RH en direct. Et là, parfois, ça peut être compliqué, effectivement. Moi, je peux parler que pour ce que je connais, dans le privé, il y a les services sociaux. Après, d'autres partenaires qui interviennent. Tout à l'heure, alors justement, pour clarifier un peu les rôles de chacun, tu parlais de médecin conseil, médecin du travail, il y a le médecin généraliste. Est-ce que tu peux nous planter le décor des partenaires santé dont on sait que les personnes en arrêt de travail attendent une forme d'accompagnement, mais parfois sans savoir qui fait quoi? Exactement. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, d'expliquer qui fait quoi, sachant qu'en fait, au centre, il y a le salarié, la personne en arrêt, et gravite autour de lui une multitude de partenaires. Et là, il faut comprendre entre le médecin traitant. Le médecin traitant, on va dire que c'est le référent. En général, c'est lui qui prescrit les arrêts de travail et qui reçoit les comptes rendus des spécialistes. Parfois, ça peut être le psychiatre, quand il y a une pathologie psychiatrique, c'est le psychiatre qui fait les arrêts de travail. Donc, le médecin traitant, on va dire, c'est le référent. Le médecin conseil, lui, son rôle, ça va être d'évaluer si l'arrêt de travail est toujours justifié ou pas. Il a une vision très généraliste, d'accord? Il voit est-ce que l'arrêt doit se poursuivre, est-ce qu'il y a encore des traitements, d'où l'intérêt pour le salarié en arrêt de transmettre au médecin conseil les derniers comptes rendus pour qu'il y ait un suivi. Parce que les gens ici imaginent que parce que le médecin il a la sécu, il a accès à tout. Eh bien non, il y a le secret professionnel qui fait qu'il n'a rien. Souvent, il n'a rien. Donc surtout, le tenir informé et envoyer les comptes rendus médicaux, ça c'est très important pour qu'il y ait ce suivi-là. C'est le médecin à un moment donné conseil qui va dire est-ce que cette personne relève d'une pathologie à 100%, une affection de longue durée, une liste de maladies, c'est lui qui donne son accord ou pas. C'est très important. Donc vision généraliste, est-ce que le salarié peut... Il faut garder ça à l'esprit. En fait, ça marche un peu en entonnoir. Et puis, donc, le médecin conseil, on ne le sollicite pas. C'est lui qui vous convoque après tant de mois d'arrêt de travail. Il n'y a pas de règles. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de médecins conseils. Donc, parfois, les services médicaux de l'assurance maladie se dotent d'infirmières qui viennent étoffer l'équipe avec les médecins conseils et qui appellent les assurés pour leur demander où ils en sont, qu'est-ce que vous faites. Ce n'est que du téléphone. Et qui font un premier repérage et qui font après le lien avec le médecin conseil. Donc, le médecin conseil, il peut vous convoquer à partir de tant de mois d'arrêt, ils ont des règles, une intervention pour une hernie, c'est tant de mois, une épaule, c'est tant de mois, etc. Donc, ils convoquent et là, il faut y aller forcément. Et si on peut surtout prévenir, parce que sinon, fin des indemnités journalières. Ça fait partie des devoirs de l'assuré que de se rendre aux convocations des services médicaux.
Vous avez ensuite le médecin du travail. Mm. Donc lui, le médecin du travail, son rôle, ça va être quoi? Ça va être d'évaluer la capacité du salarié à reprendre au poste qu'il occupait dans l'entreprise. Donc là, c'est vraiment très ciblé. Il ne peut juger que de l'aptitude au poste. Et si le salarié ne peut pas reprendre au poste qu'il occupait, essayez de rechercher dans l'entreprise une solution de reclassement ou un aménagement d'horaire, en fait, trouver une solution. Donc je dirais que le médecin du travail, le service prévention santé au travail, ils ont un rôle clé dans l'arrêt de travail. Parce que, en fait, lui, il connaît l'entreprise, il connaît les postes, et c'est très important de le solliciter le plus rapidement possible. Quand on a des éléments, bien sûr, si on doit se faire opérer, mais c'est pas la peine de le contacter. Le salarié, il a la possibilité pendant l'arrêt de demander ce qu'on appelle une visite de pré-reprise. Ça ne veut pas dire qu'on va reprendre. Parce que les gens, ils disent non, mais moi, je ne veux pas reprendre. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de préparer une éventuelle reprise. Et c'est surtout d'informer le médecin du travail qui, lui, ne sait pas que le... Et si le salarié ne va pas vers lui, eh bien, il découvrira la situation au moment de la reprise. Avec une visite de reprise qui peut se passer la veille, le jour même, voire parfois un mois plus tard, hein, dans les faits. Hein. Ouais, normalement, la législation prévoit dans les 8 jours. Et ça, cette visite de reprise, par contre, elle est demandée par l'employeur à la fin de l'arrêt de travail. Donc, c'est au salarié à prévenir, voilà, mon arrêt se termine, merci de bien vouloir prévoir cette visite qui est obligatoire. Après 2 mois d'arrêt maintenant et 1 mois en accident de travail. Donc, le médecin du travail, ce qui est important, c'est de le contacter pendant l'arrêt pour le tenir informé. Voilà ce qui m'arrive, voilà où j'en suis. Comment vous voyez les choses? Comment ça va se passer? Donc, c'est déjà un premier lien, ça c'est très important. Et cette visite de pré-reprise, elle est vraiment fondamentale, je dirais, pour préparer la suite. Voilà. Et le médecin de famille dans cette photo? On a parlé du médecin conseil, médecin du travail. Et le médecin traitant, lui, il essaie de faire au mieux entre les pressions de l'assurance maladie qui lui dit attention, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a des médecins, j'ai des gens, voilà, ils ont terminé leur chimio, mais voilà, le traitement est terminé. Il y a des médecins qui sont ouverts, il ne faut pas tirer de généralité, surtout attention dans tout ce que je dis, aucune généralité, c'est au cas par cas. Mais parfois, des médecins, voilà, il n'y a plus de traitement, ils sont en difficulté aussi parce qu'il faut prouver que pendant l'arrêt, il y a des choses qui se passent. Et c'est important de renvoyer, aller refaire un petit peu de sport, marcher. Ça, c'est des éléments de compréhension aussi qui montrent qu'on reprend un peu confiance en soi, on s'ouvre vers l'extérieur, on fait des choses, on a arrêté de fumer, ces addictions, on est en train de les traiter aussi. Parce que l'arrêt de travail, c'est aussi l'occasion de régler tout ce qu'on n'a pas parfois voulu voir. Notamment dans la situation de souffrance au travail, je rebondis sur ce que tu disais, Maryse. Effectivement, c'est la rencontre entre un sujet, avec toute son histoire, son parcours, une organisation, voilà, et c'est un collectif de travail, et c'est cette dimension qui est multiple, factorielle, et voilà, il faut agir sur tous les plans. Et souvent, pendant cet arrêt de travail, comme je dis, on se retrouve seul face à soi-même. Et alors, il y a deux options, comme je dis. Soit on le subit, cet arrêt, et ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'accepte pas, donc on fait tout et n'importe quoi, d'être arrêt de travail, d'arrêter l'activité. Pour des gens qui sont très limités, c'est très compliqué. Donc, on compense. Je pense à une dame que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Elle a eu un accident de travail pour burn-out, avec des pathologies à côté associées. Donc maintenant, elle est en arrêt maladie pour ces pathologies-là. Et elle voyait le neurologue qui lui dit de se reposer. Je dis, comment ça fait un an et demi que vous êtes en arrêt, mais pourquoi il vous dit ça? Mais vous faites quoi dans la journée? Comment vous occupez vos journées? Vous bricolez un petit peu? Oui, voilà, moi là, j'ai refait la terrasse de ma piscine. Je dis, comment? Et vous vous étonnez d'avoir mal partout. S'il vous dit ça, le neurologue, c'est pas pour rien. L'arrêt de travail. Donc, c'est aussi traiter pourquoi cette hyperactivité, ce besoin d'être toujours au top. Pareil, je dis, mais il y a des choses que vous prenez plaisir à faire, de la cuisine, ça par hasard. Ah oui, j'ai fait mes concerts de cette année. Voilà. En fait, toujours placer le curseur très haut. Ouais. Et quand on regarde sa situation, c'est une dame qui a donné beaucoup au travail, mais qui a vécu seule, avec une situation personnelle compliquée, une relation conjugale toxique, une dame qui est partout, qui est aidante pour tout le monde, en fait. J'ai schématisé, je dis, mais vous vous rendez compte? Sauf pour elle, finalement. Voilà,
Et en fait, le temps de l'arrêt, c'est du temps aussi pour soi et c'est compliqué pour certaines personnes de se recentrer sur soi. Parce qu'au travail, on joue plein de choses, d'accord? Mais c'est aussi une organisation qui n'a pas été en capacité de dire stop, stop, tu en fais trop là. C'est souvent la question des limites aussi qu'on travaille. Bien sûr, de l'engagement et du surengagement. C'est ça, Maryse, c'est je te voyais avoir envie de rebondir sur tout cet accompagnement médical et sur la façon dont on vit cet arrêt. Ouais, en fait, moi, je me rends compte souvent quand je discute avec les managers, avec les collaborateurs, et je pense que si on apprenait ce schéma-là à l'école, tout simplement, qui qu'on soit, eh bien, ça mettrait entre nous des codes ou des mécanismes évidents. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui me parle et que j'ai découvert, je dirais un peu tardivement. C'est, vous savez, le mécanisme d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. Je m'explique. En fait, la base de tout, pour n'importe quel collaborateur ou dans sa vie, c'est d'avoir du sens dans ce qu'on fait, de trouver du sens dans ce qu'on fait. S'il y a du sens, il y a de l'engagement. Et en fait, si on n'est pas ou on ne se sent plus inclus dans une équipe quand on revient ou quand on est repositionné, etc., eh bien en fait, le travers de ne pas se sentir inclus dans une équipe, ça va être que eh bien, on a peur d'être ignoré, on a peur de ne pas être quelque part aimé. En fait, je suis dehors. Et est-ce que je suis dehors ou est-ce que je suis dedans, quoi. Et se sentir dedans, dans une équipe, c'est vraiment, vraiment fondamental. Et s'il n'y a pas ça, en fait, c'est pourquoi en fait ces conditions-là sont importantes d'inclusion, c'est parce que ça développe le sentiment d'importance du collaborateur. J'existe aussi pour l'entreprise. Et donc les résultats, ils sont opérationnels, c'est-à-dire que ça va me donner envie de participer. Et si on ne prend pas soin de réinclure quelqu'un qui est sorti à un moment donné par rapport à l'équipe, par rapport à son manager, etc., s'il n'est pas inclus, eh ben, voilà, il peut se sentir dehors. Donc, s'il est dehors, eh ben, il ne peut pas se sentir participant. Ça, c'est la première étape. Après cette première étape-là, lorsque j'ai été absent hyper longtemps, à un moment donné, l'organisation, elle peut avoir bougé. Dans mon équipe, il peut y avoir eu du remembrement. Il peut s'être passé des choses, des jeux de pouvoir, d'autres personnes qui ont pris des responsabilités. À un moment donné, 3 mois avant que je parte, il était question de peut-être me positionner sur tel domaine. Et puis finalement, comme j'étais absent, ben finalement, c'est pas moi désormais qui m'occupe de cette partie-là. Enfin, l'entreprise, il faut qu'elle continue à tourner, quoi. Donc là, après l'inclusion, il y a quelque chose autour du contrôle. C'est-à-dire, en fait, quelles sont désormais les règles quand je reviens? Les process, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, le fonctionnement de l'équipe, qui décide de quoi, c'est le lieu d'espace du pouvoir aussi dans l'équipe. Ça, c'est super important. Donc, une fois qu'on est réinclus, il faut que je comprenne si les règles de l'équipe, il y a quelque chose qui a été modifié. Est-ce qu'il y a un manager, un N+2 qui est arrivé, qui fait qu'il y a des choses... C'est super important de le comprendre, tout ça, aussi progressivement. Et c'est lorsque on se sent super bien inclus et qu'on comprend les règles aussi du dessus, dessous, où est-ce que je me situe désormais par rapport à... Est-ce que ça a bougé ou pas bougé d'ailleurs? Enfin voilà. Alors à ce moment-là, je peux faire preuve d'ouverture et donc je sens que j'ai de la valeur, je suis bien conscient des enjeux et du sens de mon travail et à ce moment-là, j'ai cette capacité à m'engager. Est-ce que tu peux rendre ton propos théorique, méthodologique hyper concret, Maryse, sur la partie inclusion, par exemple? Comment, chez Berger-Levrault, vous faites pour nourrir ce sentiment à nouveau de faire partie d'une équipe, d'y avoir sa place, qu'elle soit claire, respectée, finalement d'offrir cette considération à l'être humain, tout simplement? Bon, alors comme je le disais au niveau macro-entreprise, admettons que j'étais absente pendant 3 ans, pardon, longue maladie, 2 ans, enfin je sais pas, il s'est passé un truc dans ma vie, enfin voilà. Je reviens à l'entreprise, c'est sûr, hein, chez Berger-Levrault, on est une entreprise numérique, ça bouge, ok? Donc, j'ai été en contact avec les RH, j'ai été en contact avec mon manager. Bon, visiblement, si je reviens, c'est que je suis attendue et que je fais toujours partie du navire, mais je suis pas bien comment, ok? Donc, je vous parlais du BLCOM pour accueillir, en fait, les nouveaux arrivants et remettre à niveau, la macro-organisation, qu'est-ce qui s'est passé, nos dernières croissances, enfin, il y a des actualités de l'entreprise qu'il faut avoir, quoi, ok?
Ça, c'est première étape. La deuxième étape, c'est bien sûr l'accueil. Hein. Alors, il y a bien sûr les relations et les entretiens qui ont lieu avec les RH, mais aussi avec le manager. Et puis, il y a des choses très, très, très simples et très bêtes, en fait, je dirais, qui sont presque normales, enfin, qui peuvent paraître normales. Ben, c'est que le jour où la personne revient, il y a une réunion avec l'équipe, et puis on l'accueille, et puis on essaye d'avoir un petit café, et puis on fait un petit tour de table, et puis on raconte un petit peu nos actualités, et puis peut-être le manager, s'il en a convenu avec la personne qui revient, va un peu réexpliquer l'émission, va peut-être expliquer que désormais la personne va travailler 40% de son temps, ça a été un choix, etc., et qu'elle va plutôt... Mais on le dit en toute transparence, et voilà, et le fait que la personne se sente accueillie, c'est très bête, c'est toi, Nathalie, qui le disait tout à l'heure, par des signes de reconnaissance, parce qu'au-delà de ce que peut apporter l'individu, c'est un individu à part entière, et il y a ces soft skills aussi qui sont bonnes pour l'équipe, quoi. Il n'y a pas que les hard skills et tout ce qu'il va produire, en fait. C'est aussi un individu à part entière dans l'équipe, et ce moment-là est très important. Et ensuite, qu'il y ait des moments d'échange dans la première phase de retour avec le manager, comment tu te sens, est-ce que ça va trop vite, avec les RH, est-ce que voilà, ton poste est adapté, c'est super. Enfin, c'est checker en fait ce que l'on propose et puis la réalité de la personne, hein, parce que des fois ça peut être complètement différent. Hein. Des fois, c'est j'arrive pas, quoi. On a eu par exemple des Covid longs, vous savez, chez nous, enfin, les Covid longs, c'est des gens finalement, ils perdent tout d'un coup vachement la mémoire. Enfin, je sais pas si vous avez entendu parler de cas comme ça. On en a eu quelques peu, enfin pas beaucoup, mais quelques cas où en fait c'était trop dur pour les gens, quoi. Ils étaient trop fatigués. Bon, mais il faut aussi savoir écouter la personne, quoi. Et côté contrôle, quand tu parles de comprendre les nouvelles règles, qui est-ce qui présente ces nouvelles règles aux travailleurs? Là, ça va plutôt être le manager de l'équipe où il va appartenir. Mais après, le manager, après, ça dépend de comment est configuré et le stade de développement de l'équipe, si vous voulez. Mais le manager, il peut aussi très bien inviter pour peut-être des précisions, peut-être, ou des choses un peu plus concrètes en termes de se rapprocher de tel collaborateur, etc. C'est-à-dire, il peut être un point d'ouverture, mais après, moi, je pense qu'il faut favoriser les échanges à ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, il donne un petit peu les règles, mais après, c'est au sein de l'équipe aussi que la personne, il faut qu'elle se sente en confiance pour aller poser des questions. Voilà. Et alors, des fois, on a aussi vécu des cas de figure. Hein, là, je vais être très transparente de quelqu'un qui a très mal vécu, par exemple, l'absence d'un collaborateur parce que peut-être que on lui a demandé de s'investir peut-être un peu plus sur un domaine pour lequel au départ il n'était pas formé. Ou des fois, il peut y avoir de la entre guillemets rancœur non exprimée. Ou voilà. Et là, c'est là qu'il y a la régulation est très très importante aussi. Si le manager, par exemple, il sait que pour un tel ça a été difficile les 3 premiers mois après l'absence. Parce que en fait ils sont confrontés à vivre on n'a pas pu embaucher un spécialiste qui connaissait autant que l'autre personne, donc en fait elle a peut-être vécu à un moment donné un peu de surcharge de travail, tout ça, mais en fait il faut savoir aussi dire les choses pour réparer, quoi, pour nettoyer. Ce qui est, je trouve, frappant et qui n'échappera pas à notre public aujourd'hui, c'est à quel point la communication, c'est la colonne vertébrale de tout ce qu'on raconte depuis le début. Quand on voit aujourd'hui, alors on est un peu au pays des bisounours, là, Maryse, c'est merveilleux. On se dit chez Berger Levrault, ils ont tout compris. Écoute, enfin, j'adorerais que ça soit comme ça partout. Aujourd'hui, ce qu'on voit nous sur le terrain, et du coup, je vais en appeler de vos voeux, hein, à toutes les deux. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est des immenses difficultés à communiquer, c'est-à-dire des difficultés à oser dire, s'autoriser à dire, notamment les choses qui sont les moins socialement acceptables, et puis aussi des difficultés à accueillir, à écouter véritablement l'autre, sans immédiatement le juger, le dévaloriser, savoir parfois faire de l'écoute purement silencieuse, de l'accueil en fait de ce qui se passe pour l'autre, et ensuite l'étape ensuite de feedback, comment je réagis de manière opportune. Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux toutes les deux en la matière dans les entreprises? Bon, moi il y a quelque chose que j'aimerais exprimer là. Ouais. C'est que vous voyez ce qu'on est en train de dire qui est fondamental finalement dans la vie de tout le monde, quoi. Parce que ça vaut dans le monde du travail, mais ça vaut aussi dans nos vies. Il faudrait que ça appartienne à un système éducatif. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire là,
il faudrait que ce soit dans des parcours éducatifs, quoi. Et il faudrait que dès notre plus jeune âge, on apprenne ça. Et dans nos études, en fait, il y a des cours aussi sur le bien vivre en entreprise. Et donc, en fait, quand on arrive en entreprise, bien sûr, il y a un travail entre guillemets d'évangélisation à faire, c'est sûr. Mais je dirais que c'est presque ça devrait déjà être dans nos programmes éducatifs. Et en ce sens, l'entreprise a aussi un rôle d'éducation, un vrai rôle politique, hein. L'entreprise, c'est quand même l'endroit où une grande partie d'entre nous, on se découvre en tant qu'adulte, en tant que citoyen. Nathalie, ouais, tu as envie de dire quelque chose, ça se voit. Oui, je dirais qu'en fait, à l'occasion de ces situations-là, il faut pouvoir être en capacité de réagir, en fait, sans parler de procédure, de process, arriver à essayer de tirer le positif de situations compliquées. C'est un peu difficile à ce que je dis, mais vous voyez, à l'occasion d'un départ d'un collègue à un arrêt de longue durée, bon, il revient, on s'occupe de lui, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette situation-là pour chacun, le salarié lui-même, l'équipe, le manager et l'entreprise? Est-ce qu'elle ne peut pas en faire une force? Alors, je ne sais pas si je peux, si c'est le moment, Emmanuel, Vas-y. de mon idée, parce que moi, je crois, vous savez, on est tous confrontés à la vulnérabilité en tant qu'être humain. C'est ce qui nous constitue. On va traverser dans nos vies des périodes de fragilité, qu'elles soient professionnelles, et on en a parlé là, mais c'est aussi personnellement. Et ces choses-là, on les vit en entreprise. Moi, j'ai une salariée qui me racontait, voilà, elle avait sa fille qui était avec une... Hein, elle voyait bien qu'elle lui échappait, sa fille, elle était au travail. Un jour, son mari l'appelle et lui dit, ben voilà, là, je viens de découvrir que le petit copain est en train de déménager l'appartement de notre fille et qu'elle est prête à partir. Donc là, je l'amène avec moi et on rentre. La salariée, elle a vécu ça sur son lieu de travail. Vous savez, avec nos smartphones, maintenant, voilà, on est tout le temps en contact avec tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était au travail. Donc là, elle s'est effondrée au travail. Et au travail, il y avait une collègue, elle a partagé ça avec sa collègue parce que c'était possible et que, en fait, comme je dis, mais je dis souvent à mes collègues, moi j'ai le luxe de travailler dans une équipe à Nord, mais on partage plus que du travail, on partage nos vies. C'est ça qu'il faut, on vit dans l'entreprise. On passe plus de temps dans l'entreprise avec nos collègues qu'avec nos familles. Donc, autant en faire quelque chose qui soit le plus aidant possible. Mais bon, là, moi aussi, je suis d'une nature optimiste et positive. Donc, je pense que sur ces situations-là, on peut toujours créer des enseignements. Et plutôt que de voir l'arrêt de travail comme un risque, oui, c'est vrai, c'est un risque. La situation, elle est fragile. Mais on va tous être confrontés à cette situation-là. La durée de vie allonge, on travaille de plus en plus longtemps. Il y a aujourd'hui 15% de salariés qui travaillent avec une pathologie évolutive et qui ne peuvent pas forcément monter un dossier de travailleur handicapé. Donc, ça ne se fait pas. Les gens ne disent pas. Parce qu'on n'a pas envie de montrer ses fragilités. C'est comme dans la vie. Hein. Dans la vie, on a beaucoup plus de monde pour fêter les anniversaires, les naissances, etc. Dans l'entreprise, c'est pareil. Facilement, on va envoyer un petit bouquet. Voilà, ça, c'est facile. Par contre, quand on a un coup dur et qu'on se retrouve en difficulté, ben là, on le voit, hein, la maladie, elle fait peur, elle éloigne. On n'a surtout pas envie de voir ça, surtout dans nos sociétés aujourd'hui. Voilà, dans le montrer, dans le paraître. Je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que, certes, le salarié va vivre une situation difficile, mais il va aussi se... Vous savez, quand j'accompagne les gens pendant 2 ans et demi en arrêt, ils vont passer par des étapes, le traumatisme, se remonter. Il y a des outils possibles pendant l'arrêt, et ça, j'aimerais aussi faire passer ce message, c'est qu'on peut faire des choses en arrêt. On se soigne, certes, mais c'est aussi bien de pouvoir se projeter sur des dispositifs qui vont nous aider à avancer. Alors, il y a le temps partiel thérapeutique qui peut permettre une reprise en douceur pour vérifier si c'est le moment, si c'est pas le moment. Voilà, se tester. Le problème avec le temps partiel thérapeutique, ça c'est une autre approche aussi, c'est que quand, pour la sécu, vous êtes encore en arrêt. Ça, c'est le médecin traitant qui propose une reprise à temps partiel thérapeutique. Il faut que l'entreprise soit d'accord. Si elle n'est pas d'accord, c'est pas possible. Donc ça aussi, ça fait partie, comme tu dis Marie, de sensibiliser aussi à ces mesures-là et d'ouvrir aussi des espaces pour permettre des reprises en douceur. Ça peut être un outil pour se tester. Le seul souci, c'est que quand on est en arrêt de travail, parfois on a des
ça, je ne l'ai pas abordé, mais c'est aussi des difficultés financières. C'est-à-dire que les salariés ne savent même pas qu'ils peuvent avoir droit à une prévoyance. Et je dis que c'est important à l'entreprise, au service RH, la préparation de l'arrêt, c'est aussi ça. C'est dire, bon, ben voilà, dans notre convention, tu auras un maintien de salaire à 100% pendant tant de mois. Puis, les gens ne savent pas. Ils arrivent après 4 mois d'arrêt avec un demi-salaire. Vous imaginez, en plus de la souffrance physique ou psychique, il y a des difficultés financières. Donc, c'est important aussi de donner ces éléments-là de compréhension, de dire, bon, voilà. Il y a aussi des prises en charge de prêts. Pendant on est en arrêt, on a un prêt habitat qu'on rembourse tous les mois. En général, il y a une assurance qui est prévue. Les gens ne le savent pas. Ils ne font pas valoir leurs droits. Donc, c'est important aussi d'avoir des informations pour vivre mieux cette situation-là. Et je me suis perdue parce que je ne sais plus vers où je voulais aller. Bon, tout ça pour dire que de cette situation-là, on va en tirer quand même une force. Parce que celui qui va avoir traversé ces épreuves-là, il reviendra de nouveau avec notre regard sur la vie. Hein, quand on est passé à 2 doigts de passer de l'autre côté, je peux vous dire que voilà, hein, on relativise, on est plus ouvert, on est plus tolérant. Et ça, c'est des compétences et des comportementales. Oui, compétences comportementales que l'entreprise aujourd'hui n'est pas en capacité de reconnaître. Pareil, un manager qui est sensibilisé, comme tu disais, Maryse, à l'écoute, au fait de s'intéresser à l'autre, on peut se dire que s'il est formé dans cette approche-là, il sera quand même beaucoup plus à l'écoute de ses collaborateurs parce qu'il aura été sensibilisé et ça, c'est important pour pouvoir travailler dans un climat de confiance réciproque. Et c'est aussi éduquer les salariés. Je veux réagir, je te laisse réagir, mais je manque mon idée, je vous le dirai tout à l'heure. Vas-y, Maryse. Non, mais vas-y, termine. Non, et je voulais dire que l'éducation, elle est dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on dit toujours, le manager, il faut qu'il fasse attention, etc. Mais c'est aussi les salariés. Le manager, il a besoin aussi de feedback positif. Moi, j'entends des... Non, il est chef, il est là pour avoir les problèmes. Ben non, il a besoin aussi de lui dire, ben voilà, l'action que tu as faite là, ben franchement, ça m'a vraiment aidé, merci. Un salarié, il faut qu'il soit capable aussi de dire à son manager, ben merci pour ce que tu as fait, parce que franchement, ça va faciliter, voilà ce que j'ai pu mettre en œuvre, tout simplement. Et ça, c'est pas acquis, hein. Je peux vous dire qu'il y a du travail aussi dans ce sens-là. Les managers, ils ont besoin d'être nourris, surtout les managers de proximité, parce qu'ils sont vraiment à l'interface entre le terrain, les informations descendantes, et lui, il faut qu'ils fassent avec tout ça. Et Dieu sait s'ils sont dans une situation, eux aussi, de fragilité. On en voit beaucoup en arrêt aussi, malheureusement. Voilà ce que je voulais dire. Vas-y, Maryse, attrape le micro. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, les signes de reconnaissance, en fait, même on en revient à l'éducation. C'est pas toujours dans nos éducations respectives. Et voilà, mais un truc est certain, et tout à l'heure, tu te disais, Emmanuel, à t'écouter, Maryse, on est dans le monde des bisounours, et chez Bergelot, c'est génial et c'est merveilleux. Non, en fait, on a mis en place un parcours manager, mais après, c'est pas parce que la transformation ou le changement, ça se décrète pas, ça s'accompagne. Et comme je disais tout à l'heure, tu as des gens, ça sera toujours très difficile de faire bouger les lignes parce qu'ils ont un mindset qui est un peu raide et un peu, voilà. Par contre, après, dans nos dispositifs d'évaluation en fin d'année, tout ça, on essaye à un moment donné aussi de revenir sur ces sujets-là où on les invite à s'améliorer, etc. Et puis on est assez attentif à ça. Mais je pense que à vouloir développer comme c'est un environnement vertueux, ben, il finit par être un peu contaminant, quoi. Enfin, moi, c'est mon côté un peu militant qui ressort là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est petit à petit, on essaime, et puis ça finit par faire bouger les lignes, quoi. Avec beaucoup de détermination et de conviction. Oui, c'est ça. Et puis, il faut des ambassadeurs et des ambassadrices dans les entreprises qui portent ces convictions très fort et des environnements aussi où la culture d'entreprise favorise ces prises d'initiative et cette corde humaniste. On voit à quel point aujourd'hui, performance économique et performance sociale ont encore du mal à être conciliées dans la tête de nos gouvernances et de nos managers. Et justement, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur la situation des managers et des dirigeants, puisque depuis tout à l'heure, on parle d'arrêt de travail, puis on dit le salarié. Bon, déjà, un manager est aussi un salarié. On a une partie des dirigeants français qui sont aussi des dirigeants salariés, puis on a des dirigeants qui sont non salariés, voilà, comme votre servitrice aujourd'hui. Nous aussi, nous autres managers et dirigeants,
Mais nous aussi, parfois, on aurait besoin de s'arrêter. Alors ça s'appelle le présentéisme, hein, c'est le mot qui a été consacré, c'est-à-dire ces personnes qui, en fait, si vraiment elles respectaient la vie qui est à l'intérieur d'elles, devraient oser s'arrêter. Et on entend derrière, j'ai pas le temps de faire un burn-out, qu'est-ce que l'entreprise va devenir si je m'arrête? Je n'ai pas le droit d'être absent. Voilà, cette non-autorisation de s'extirper d'un environnement professionnel qui fait du mal, ou parfois, on va être très clair, tu responsabilisais les travailleurs tout à l'heure, Nathalie, responsabiliser aussi les dirigeants. On est aussi très, très fort pour se faire mal tout seul. Parce qu'il y a une grande tendance culturelle française de toujours déporter à l'extérieur la responsabilité d'une situation pathogène. Mais on est aussi très, très, très fort avec nos injonctions éducatives et notre volonté d'être fort, parfait, etc., de nous faire mal tout seul. Quel regard vous portez toutes les deux sur l'arrêt de travail des managers et des cadres, des encadrants et des dirigeants? Je dirais qu'en fait, c'est l'occasion pour eux de se rendre compte qu'en fait, ils sont humains tout simplement et qu'on est aussi vulnérables, qu'on soit, peu importe à quelle échelle on est tous concernés par ce sujet-là. Et prendre soin de soi, c'est compliqué, surtout quand on est dirigeant, voilà, on a son équipe, on a l'aspect financier, il faut être rentable, on fait vivre des gens, quoi, la pression. Et ça, c'est difficile. Et je pense que de pouvoir déployer de l'information, proposer des temps. Je veux dire, aujourd'hui, dans les entreprises, on court tout le temps, tout le monde court. La question du temps, pour moi, c'est fondamental pour arriver à se poser, à réfléchir. Aujourd'hui, en fait, on ne demande pas aux gens de réfléchir. Il faut appliquer les processus. Ouais, mais pour moi, c'est comme ça que je vois l'entreprise. Non, mais on a aussi sa propre responsabilité de dire à un moment donné, non, moi là, j'en peux plus, il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse. Et ça, je crois que c'est des mécanismes qu'il faudrait avoir, et c'est de l'éducation aussi, c'est ne pas remplir nos agendas. Enfin, c'est pareil, quoi. On passe pas d'une activité à une autre, on réfléchit un peu. Voilà, c'est un peu de légèreté, accepter que, on n'est pas parfait, son imperfection. Voilà, c'est ça, hein, c'est notre condition d'être humain, mais d'en parler, déjà, ça fait du bien, libérer la parole sur ces sujets-là en entreprise, je crois que c'est bien. Alors, ça peut être à l'occasion d'une semaine QVCT, oui, mais c'est presque tous les jours qu'il faudrait avoir ça en tête. Mais profiter de ces espaces-là, au lieu de proposer des séances de yoga, de ci, de là, essayer d'ouvrir un espace pour permettre aux gens de se relier et de parler un peu de ce qu'ils vivent, parler du travail, voilà, du concret, quoi. Parce qu'entre ce que prévoit l'entreprise aussi et les bonnes intentions, parce que ce que tu déploies effectivement, ce dont tu nous parles, ça fait rêver. Donc, il y a une réelle intention de l'organisation d'apporter son soutien dans cette étape-là. Mais comment cette intention-là, elle est reçue sur le quotidien? Parce qu'il y en a des échelons. Et pour moi, ces situations-là, elles se vivent aussi au plus près du terrain. Et parfois, il manque un maillon qui fait que ça ne marche pas. Alors que pourtant, tout sur le papier pourrait permettre de faciliter la réintégration. Mais il y a eu quelque chose là qui n'a pas marché. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cette situation-là. On les vit au plus près du terrain avec les humains là qui sont concernés par le travail d'équipe. Et des fois, avec une équipe, ça va marcher, puis avec une autre, ça ne va pas marcher. Mais comme tu dis, si ça marche avec un, ça va, voilà. Moi, je pense que, et c'est ça, on part enfin du terrain, c'est le principe aussi de subsidiarité, là, dans cette situation-là, qui vont permettre, et petit à petit, de dire, peut-être dans cette équipe-là, le manager, mais comment tu as fait, comment tu t'es pris? Et en fait, c'est faire remonter tous ces enseignements-là pour qu'au niveau le plus haut, ils se disent, finalement, voilà, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, souvent. Et ça rejoint mon idée et ma conviction qu'en QVT, c'est ça, il faut partir du terrain. Et c'est là que tout se joue. Et c'est arriver à faire des passerelles. Bon, voilà, je ne sais pas du coup, Marie, comment c'est traité après, comment c'est abordé au plus près des équipes. Vous avez peut-être des idées à nous soumettre aux personnes présentes aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant d'avoir ces retours. Il y a quelque chose, je trouve, qui vient un peu équilibrer tout ce dont on parle là, que moi je peux constater en tous les cas dans la tech, c'est nos jeunes générations qui sont super riches d'enseignement. Je crois que, là, nos jeunes ingés, etc., je pense que ce sont des gens qui ont compris peut-être plus que des générations comme la mienne, par exemple, que en fait, pour
aller loin, il faut certainement un juste équilibre aussi. Alors, je ne parle pas des start-upers qui créent leur boîte, etc., qui travaillent à pas d'heure, parce qu'on est aussi dans ces schémas-là. Mais moi, voilà, et comme tout à l'heure, je parlais de sens, etc., c'est aussi des générations où moi, je sens qu'en termes de posture, en fait, et peut-être face, en fait, à ce qu'ils peuvent observer dans ce monde, etc., ben, en fait, il y a un engagement, c'est sûr, mais il y a aussi un respect de soi qui fait qu'ils vont veiller à ne pas se griller, peut-être parfois psychologiquement, comme peuvent le faire des générations. Moi, c'est vraiment presque un phénomène de société que je peux constater dans notre entreprise, quoi. Et du coup, quand on a des équipes mixtes entre des plutôt anciens et plutôt des nouveaux, ben, je trouve qu'ils viennent un peu amener un peu un nouvel équilibre qui fait du bien. Voilà ce que je voulais dire. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Nathalie, c'est-à-dire que au départ, il y a un vœu pieux, il y a une volonté, on a l'accompagné manager, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe au bout de la chaîne? Ben, par exemple, là, chez nous, on fait des enquêtes de personnel, quoi, pour savoir comment se sentent les collaborateurs. Et il y en aura une là qui aura lieu en fin d'année, et ben ça va permettre vraiment de savoir si nos intentions elles vont jusqu'au bout, quoi. Et c'est c'est là la vérité, quoi. Sur la question des managers, une pratique qui est en train de se démocratiser et qui est d'une puissance incroyable, c'est le co-développement. Ah oui, c'est dans le parcours manager aussi. Oui, vous l'aviez toutes les deux sur le bout des lèvres. Voilà, et le co-développement permet, alors bon, c'est très souvent réservé quand même aux lignes managériales et à la direction d'entreprise, hein, on le constate, ça commence à descendre un petit peu dans la pyramide hiérarchique. Ce sont ces espaces qui permettent de se retrouver en groupe de pairs, animés souvent par quelqu'un qui est plutôt soit externe à l'entreprise, soit en tout cas externe au service, et qui, par sa posture bienveillante et sa capacité à cadrer les échanges, va permettre de traiter des situations extrêmement concrètes, des études de cas vécues par les participants, et l'ensemble des autres participants va pouvoir du coup se connecter à cette situation et apprendre aussi la façon dont chacun la regarde, dont chacun la traiterait. C'est extrêmement apprenant. C'est des groupes de soutien qui sont très forts. Bon, on est en train de parler finalement, vous avez vu, on est en train de remonter dans la chaîne de la prévention de tout ce qu'il faut mettre en place en amont avant l'arrêt de travail. Mesdames, notre sujet, c'est la réintégration d'un collaborateur en situation de retour au travail. J'aimerais bien, Nathalie, qu'on revienne sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, quand on revient d'un arrêt de travail, on est une autre personne. C'est-à-dire que par le parcours de cet arrêt, qu'il ait duré 15 jours, un mois ou 3 ans, bon, plus on attend, plus effectivement le chemin a de l'espace aussi, hein, bien sûr, pour se dessiner et se vivre. On revient, on est une autre personne. C'est-à-dire qu'au cours de cet arrêt de travail, quand on se met dans la peau de l'employeur ou du manager, ou même du collègue parfois qui fait de son mieux, mais qui va un peu se resserrer sur lui, on se dit tranquille les baskets, l'autre, elle se repose. Voilà. Et hop, à nouveau un arrêt de travail qui est reconduit. Et ben voilà, ça y est, on est reparti pour un tour. Bon. Cette personne-là, elle va vivre une histoire dont on est privé finalement, puisque forcément, on ne la vit pas avec elle. On n'a parfois pas de contact ou très, très peu de contact. Et cette personne, un jour, elle arrive à nouveau. Et elle arrive avec tout ce qu'elle a traversé, vécu, compris d'elle, tous les défis qu'elle a relevés, les challenges qui se sont présentés sur le plan physique, sur le plan cognitif, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, enfin sur tous les plans en fait. Donc elle revient avec un niveau de compétences augmenté par rapport à quand elle est partie. De compétences qui sont toutes particulières, qu'on travaille dans le monde professionnel, qu'on travaille dans notre vie en général. Je vais vous raconter une petite histoire qui remonte à il y a quelques années. J'avais eu la chance de discuter avec la femme qui a mis le feu aux poudres dans une très très grande entreprise française où il y avait une fâcheuse tendance à se jeter par la fenêtre. Je tairai le nom de cette entreprise, mais je pense que vous l'avez reconnue. Cette femme-là a été la première à porter le sujet devant les tribunaux et donc à impulser une démarche en justice pour faire reconnaître la souffrance des travailleurs et des travailleuses et donc engager une voie de guérison et de rétablissement de justice sociale, hein, quelque part. Et elle me disait, ce qui est fou, c'est que
l'ensemble d'entre nous, quand on revenait petit à petit au travail, en fait, on nous a proposé un pont d'or pour nous en aller, pour ne pas revenir au travail. On a souhaité qu'on ne remette jamais plus les pieds dans une agence ou dans un bureau de cette entreprise. Et elle me disait, tu sais, Emmanuelle, le truc que je regrette le plus, dans le fond, c'est pas tant l'expérience qu'on a vécue, malgré toute l'horreur qu'elle a pu comporter entre les décès et les souffrances marquées à vie. Elle me dit, ce que je regrette le plus, c'est qu'à aucun moment, notre direction ne se soit rendu compte que chacun et chacune d'entre nous qui revenions dans l'entreprise parce qu'on l'aime malgré tout, parce qu'on aime notre métier, parce qu'on aime nos collègues, parce qu'on a envie de contribuer toujours et encore à faire le métier qu'on fait, et qu'on n'ait pas vu en nous des personnes, des sentinelles capables de détecter chez les collègues de la souffrance et du mal-être, qu'on ne nous ait pas proposé de nous associer à la mise à jour du DU et à son plan de prévention des risques, qu'on n'ait pas créé du coup une cellule en interne, puisque nous, on est passé par là et que la seule chose qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus personne qui vive ça. Et notre histoire, elle est enseignante. C'est-à-dire que non seulement on ne leur a pas proposé de les réintégrer après leur arrêt de travail, mais on leur a surtout demandé de ne pas revenir, par peur, évidemment, de contaminer, etc. Comment vous fait réagir cette histoire de cette grande entreprise et de cette femme dont je vous parle? Moi, je dirais que tout est une question de top management et de mindset, quoi. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, si même dans les étages inférieurs, tu as des gens vraiment qui ont ce mindset-là, mais coup dessus, complètement en haut, tu as des gens qui veulent rien savoir, qui veulent tourner une page et mettre des grandes œillères et ils sont pas du tout dans ce mindset-là. Je pense que malheureusement, c'est un peu Don Quichotte, quoi. Tu te bats contre des moulins à vent. Moi, c'est mon retour très spontané sur le sujet. Oui, après, c'est difficile ce que tu dis là, et c'est pour moi des fois la double peine, c'est-à-dire qu'on a envie de reprendre, c'est pas la personne qui dysfonctionne, on a bien identifié le problème, c'est une personne dans l'entreprise, mais comme rien n'est fait, à un moment donné, il faut sauver sa peau, moi je dis souvent, alors c'est des situations difficiles. Alors, dans les situations d'accident de travail, là, la notion de reconnaissance, elle va être très importante. Maladie professionnelle, on se fait mal au travail, là, si on passe pas par cette reconnaissance, ça va être très difficile pour se reconstruire. Mais quand c'est une maladie qui n'est pas reconnue, qui est prise en charge dans une maladie simple, parfois, voilà, il faut faire voir le bénéfice-risque. Voilà, où on met son énergie. Est-ce qu'on met son énergie pour repartir, rebondir et aller de l'avant dans une autre entreprise qui saura utiliser notre savoir-faire, notre savoir-être professionnel, ou est-ce qu'on se bat contre des moulins? Et ça, c'est à chacun à faire ce choix-là. Je reviens toujours. Moi, j'ai toujours du mal, je suis toujours très nuancée, mais c'est comme ça. Et arriver à une situation d'inaptitude au travail quand on sait qu'en fait, c'est pas soi, d'ailleurs, ça c'est compliqué aussi. Et ça s'accompagne aussi. Et l'arrêt de travail, ça peut être aussi une période pour préparer. Il y a des dispositifs qui permettent, je pense notamment à l'essai encadré, qui est un dispositif porté par l'assurance maladie, qui permet pendant l'arrêt de travail, on reste en arrêt, d'aller découvrir des postes ailleurs dans des entreprises. C'est quand même bien quand même qu'il y ait ces situations-là qui permettent de se projeter sur autre chose. Après, je dirais, c'est à chacun à faire le pour et le contre et voir où c'est qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il est en capacité de supporter au moment où ça se passe. Mais effectivement, après, parfois on se bat contre les entreprises. Il y en a un qui part, il y en a 10 qui arrivent. Je suis un peu brutale dans ce que je dis, mais parfois c'est ça aussi la réalité. Donc, à voir. Bon, avec les difficultés de recrutement de nos entreprises aujourd'hui, il y a un rapport de force ou de pouvoir qui s'est globalement inversé. On voit que les directions d'entreprise se mettent à investir les sujets RSE et notamment qualité de vie au travail, parce que finalement, il y a cet enjeu de rétention des talents, de limitation des arrêts, du turnover et des difficultés de recrutement énormes, parce que finalement, ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mais ce qui n'est pas bon à l'intérieur finit par se voir aussi à l'extérieur. Maryse, on a une question bombe dans le chat que je vais te poser.
Qu'est-ce qu'on fait quand le top management n'est pas dans l'humain? Alors, on peut essayer de leur faire comprendre l'impact de ce type de posture sur les organisations. Sur l'organisation. Ouais, et sur les hommes, bien entendu, et les femmes, ok. Pour ça, moi je trouve que alors des fois ça peut pas être, on peut peut-être pas des fois arriver à ouvrir les œillères avec quelqu'un de l'intérieur. Et bien en faisant appel à quelqu'un de l'extérieur qui a une posture, par exemple, d'accompagnement de dirigeant, avec une posture, par exemple, de coach, et qui, à un moment donné, en fait, il faut se débrouiller à provoquer une rencontre, quoi, inspirante, pour commencer à introduire le sujet et y aller doucement. On peut aussi arriver à donner d'autres clés de lecture. Ça m'est arrivé dans une vie passée. Pour petit à petit, puis par exemple au niveau d'un COMEX, vous voyez, il peut y avoir plusieurs personnes réticentes et puis c'est la stratégie des alliés, quoi. Vous pouvez commencer à essayer avec un, avec deux, tiens, ça parle plus à une personne, etc. Qui va en parler, oui, et pourquoi on ne ferait pas, et petit à petit, alors, il faut du temps. Et il faut du temps. Et puis, bon, il y a des fois, le changement, en fait, il faut l'accompagner. Mais moi, j'ai parfois trouvé des clés comme ça, c'est-à-dire en faisant appel à des intervenants externes, et en provoquant des moments au travers d'invitations, au travers, voilà, pour juste ou même des échanges entre pairs, entre dirigeants. Entre un dirigeant qui a mené, voilà, en pleine restructuration, qui a mené tel type des témoignages, des choses comme ça, qui viennent nourrir une réflexion à un moment donné. Donc ton message, il est à ton image, hein, Maryse, il est optimiste, il est militant, il est engagé, tu dis à la personne. Ou si ça le fait pas, on est libre de nos choix et de nos actes. Moi, ce que je dis toujours à des collaborateurs, à un moment donné, quoi, si ça le fait pas, et si on ne trouve pas dans notre compte et si ça va pas, voilà, le monde est vaste et grand. Après, il y a toujours la période de deuil, mais à un moment donné, rien ne nous empêche de changer, quoi. Si on voit qu'on a tout essayé et que ça marche pas, quoi. On a parlé des travailleurs, on a parlé des managers, on a parlé de la grande gouvernance. Il y a une partie prenante qu'on n'a pas encore traitée ensemble, c'est celui des représentants du personnel. Dans les organisations qui sont au-delà de 11 salariés, donc on a l'obligation de mettre en place un CSE, jusque dans les très très grandes entreprises où on peut avoir plusieurs CSE, CSSCT, des organisations syndicales qui sont représentées. Bon, si je reste sur les représentants du personnel, on sait que la mission d'un CSE, c'est de représenter les intérêts du personnel et de contribuer à préserver la santé, sécurité et physique des collaborateurs et des collaboratrices. Selon la qualité du dialogue social, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que parfois le CSE est un allié total de la direction pour justement être au plus près du terrain, hein, Nathalie, et vraiment comprendre la réalité du vécu, hein, le travail réel versus le travail prescrit, de pouvoir avoir une écoute hyper attentive et une compréhension de ce que vivent véritablement les travailleurs, qui peut conduire à l'arrêt de travail ou d'aborder les sujets de collaborateurs nombreux en arrêt de travail et des dysfonctionnements que ça opère, que ça implique en fait dans les équipes. On sait aussi que dans des situations plus dégradées, le dialogue social est plus difficile, qu'on commence à être vent debout et on retourne dans des rapports de pouvoir victime-bourreau, etc. Bon, selon votre expérience, votre vision des choses, quel va être le rôle d'un CSE en matière de prévention des arrêts de travail et d'accompagnement dans le retour en emploi? Alors, vas-y Nathalie. Pour moi, il y a une notion de confiance qui est primordiale, c'est-à-dire comment un CSE peut travailler si au niveau de la direction, il n'y a pas de communication. On revient toujours au même, hein, de communication sur des chiffres, pour pouvoir discuter ensemble, il faut avoir un minimum d'éléments en commun et avoir un espace pour pouvoir dialoguer. Il y a des CSE qui n'ont même pas accès aux chiffres, qui ont du mal. Bon, ça, c'est dans les situations les plus dégradées.
Mais voilà, soit la direction joue avec et dit bon ok, dites-moi ce qui se passe et on essaie de réfléchir ensemble à comment améliorer les choses, soit il y a de la rétention. Et le niveau stratégique, c'est là que c'est compliqué. Donc là, après, c'est voilà, faire venir des tiers pour essayer de débloquer les choses. Mais effectivement, le dialogue social, c'est un partenaire incontournable parce que lui, il est en contact avec le terrain. Il peut faire remonter des choses. Et c'est ça qui est important, d'arriver à pouvoir, à ce que chacun y trouve un intérêt, c'est que l'entreprise, elle soit performante, elle continue à avancer, mais que le salarié soit bien aussi au travail. Parce que c'est donnant et tout le monde a y gagné ou à perdre. Parce qu'à un moment donné, quand on est mal au travail, eh bien, c'est les arrêts qui durent, qui se multiplient. Et puis, c'est un climat qui est délétère et les gens s'en vont. Et les jeunes, comme tu disais, Marie, aujourd'hui, ben voilà, un CDI, ça les fait plus rêver. Donc, les valeurs portées et comment ça se passe, ils se renseignent pour savoir comment ça se passe en interne. Et toi, Marie Chiberger-Levrault, du côté CSE? Alors, en fait, je vous disais, on est 2000 collaborateurs. De ce que je sais, le CSE se réunit à peu près une fois par mois. Moi, ce que je peux constater, parce que aussi j'ai des relations avec des membres du CSE, il m'arrive aussi, voilà, lorsqu'on a commencé à mettre en place les axes stratégiques RSE, on a échangé avec eux. Moi, ce que je peux constater, je vous parle à date aujourd'hui, quoi, c'est que déjà, il y a une véritable relation de confiance, mais qui s'est bâtie au fur et à mesure des années, quoi. C'est-à-dire que cette confiance-là, en fait, les interlocuteurs, il y a une certaine stabilité, si vous voulez, au niveau des interlocuteurs, de la direction, le responsable RH France, je parle par exemple pour la France, etc. Donc, c'est une confiance qui s'est construite petit à petit. Il n'y a pas vraiment au niveau de la direction et par rapport au dialogue social qui représente la direction des gros changements à date, si vous voulez. Donc du coup, il y a toute une histoire qu'ils ont vécue ensemble, si vous voulez. Donc des croissances externes, des moments difficiles. Je sais que le reporting, il est fait systématiquement au CSE. En fait, on les met souvent dans la confidence par rapport à des dossiers qu'on est en train de traiter ou des projets stratégiques. Ils ont accès au bilan social, ils ont accès au reporting, etc. Par contre, par moments, ça fait rail aussi. Par exemple, lorsqu'on est dans la phase des négos salariales, etc., en fait, ils sont pas toujours d'accord entre les représentants du personnel et puis la direction, etc. Parfois, voilà, donc il y a de la négociation, etc. Mais je dirais que ça se passe vraiment dans ce climat de respect. S'il y a des gens de Berger-Levrault qui m'écoutent, je le sens vraiment, quoi. Et d'écoute, de respect et je dirais aussi d'une certaine transparence, puisque en fait, moi je vois que très régulièrement, le CSE est bien au courant, même longtemps à l'avance, de faits, de choses, de comment on avance sur des sujets même sensibles, etc. Parce qu'il y a de l'échange et je pense qu'il y a de l'écoute aussi. Et je pense que la direction est assez. Mais parce que ces relations se sont construites dans le temps. Il y a quelques années, c'était pas je dirais l'été comme aujourd'hui. Vous voyez, ça s'est construit dans le temps. Voilà ce que je voulais dire. Tout à l'heure, d'ailleurs, tu parlais de symétrie des attentions. Marie, c'est pas forcément bien connu de la part de tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux? Écoute, peut-être que tu serais plus qualifiée que moi pour parler du sujet. Peut-être, en fait, je te laisse peut-être ouvrir le bal et puis je rebondirai sur le sujet, si tu veux bien, Emmanuel. En entrée en matière, tu as utilisé un mot qui est la bienveillance. Ouais. Voilà. La bienveillance aujourd'hui, sur le terrain, on n'arrête pas de nous dire « Ah non, mais bienveillance, vous arrêtez d'en parler en fait ». Ce mot-là, on n'en peut plus. À partir du moment où Emmanuel Macron l'a mis dans sa bouche, ça a été la fin des haricots. Ok, la bienveillance, on n'en peut plus. Mais en fait, la bienveillance, c'est juste la plus précieuse des vertus et c'est la valeur de toutes les valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne au monde, quand on la coach, quand on l'accompagne et qu'on finit de démêler la pelote, qui au bout du bout ne demande pas simplement qu'on fasse preuve de bienveillance à son égard. C'est pas le mot le problème, c'est la façon dont on l'utilise. C'est le fait que parfois on le met en avant et qu'au final, les comportements derrière ne sont absolument pas alignés avec la valeur qu'on a prônée.
C'est un peu comme, là, j'ai derrière moi, hop, de ce côté-là, nous, on a la raison d'être de Wunjo et nos valeurs. Derrière chaque valeur, derrière chaque mot, il y a un ensemble de comportements attendus pour honorer les valeurs. Derrière un mot, c'est comment on incarne ce mot dans le quotidien. La bienveillance, c'est l'art de prendre soin de soi et l'art de prendre soin des autres. Bienveillance, bien veiller, veiller sur le bien. C'est purement et simplement ça. Freud disait que la pire souffrance psychologique pour l'être humain en tant qu'animal social, c'est celui de se sentir seul, de ne pas avoir le sentiment de faire partie d'un collectif. L'inclusion, Maryse, dont tu parlais tout à l'heure, de ne pas avoir le sentiment d'y avoir une place claire et respectée, de ne pas être valorisé en tant qu'être humain pour sa personne et aussi pour ses compétences, évidemment, en tant que professionnel quand on parle de l'inclusion au travail. Donc, bien veiller sur soi au travail, c'est prendre soin de son sentiment de bien-être, prendre soin aussi de sa capacité à bien faire le travail. Et donc, faire preuve de bienveillance envers l'autre dans l'altérité, c'est faire en sorte chaque jour par mes comportements de prendre soin du sentiment de bien-être de mon collègue, de ma collègue, de mon manager, de mon boss, parce que oui, c'est un être humain. Prendre soin de son sentiment de bien-être et prendre soin aussi de sa capacité à bien faire son travail. Parce que le travail, c'est une chaîne de valeur. C'est-à-dire que j'ai des données d'entrée, je sors des produits de sortie. Ces produits de sortie vont être mis entre les mains de mes collègues d'un autre service, d'une autre division, pour produire in fine un satellite ou une voiture ou une offre de service complexe. Et donc, dans cette bienveillance, dans le sens altérité du terme, dans le fait de bien veiller sur les autres, c'est là qu'on vient embarquer la symétrie des attentions. C'est-à-dire que l'attention que je te porte à toi, j'attends de toi que tu portes de l'attention à moi en retour. L'attention, c'est les Toltecs qui disaient ça. L'attention, c'est le pouvoir le plus ultime au monde. Le seul grand pouvoir au monde, c'est l'attention. Là, par exemple, à celles et ceux qui m'écoutent, je cherche à capter votre attention. Si je n'ai pas votre attention, vous n'êtes pas avec moi, les messages que je tente de faire passer ne rentreront pas dans vos yeux, dans vos oreilles, dans votre cerveau, dans votre cœur, et il n'y aura pas de transformation comportementale. Et donc, dans la symétrie des attentions, on va chercher à capter l'attention de l'autre, à la retenir pour envoyer le message qu'on a à envoyer. Et on va attendre que la personne qui soit en face fasse exactement la même chose avec nous et on va se mettre dans cette disposition-là. Cette symétrie des attentions est le socle d'une belle qualité relationnelle, à la fois, évidemment, dans les relations interprofessionnelles, dans nos équipes, mais aussi avec nos parties prenantes externes. C'est-à-dire que typiquement, une entreprise aujourd'hui qui a une démarche RSE et qui n'a pas compris que ce qu'elle va donner, elle va le recevoir et que ce qu'elle reçoit est sans doute bien le fruit du fait qu'elle n'ait pas beaucoup donné, qu'on fait partie d'un tout, qu'on est dans un système, qu'il faut porter attention à l'extérieur et porter attention à l'intérieur. Et il y a une notion d'harmonie et d'équilibre dans tout ça. Bon, voilà, ça c'est ma vision en tout cas du sujet. Que je partage tout à fait, Emmanuel. Et on a encore dans nos entreprises beaucoup de travail par rapport à ça. Mais c'est le fondamental, c'est d'aller toucher le prince à prince, quoi. Et entre les individus. Et c'est juste puissant aussi. Et c'est un sujet sociétal. Et encore une fois, dans les entreprises, donc dans les sociétés juridiques, on vit ça. Mais c'est un sujet dans la vie de tous les jours, en fait. Oui, comme d'habitude, c'est très bien dit, Emmanuel. Il faut rajouter de plus. Tu dis les choses avec un tel naturel et voilà, on ne peut qu'adhérer. C'est précieux la manière dont tu parles et tu véhicules tes messages. On dirait que j'ai su capter son attention, Nathalie. Depuis la première fois qu'on s'est vu, Emmanuel, voilà. Bon, en tout cas, on est là pour ça. On est là pour transmettre aussi. Parfois, il y a des mots comme ça, des concepts qui peuvent paraître un peu abscons et en fait qui sont juste merveilleux et qui correspondent à un Graal qu'on a envie de vivre. Donc, puis ça fait bien dans un dîner mondain de pouvoir dire actuellement, je cultive la symétrie de nos attentions. Bon, blague à part, je m'égare. Mesdemoiselles, toutes les deux, j'aimerais bien que vous fassiez une dernière prise de parole sur que je ne vais pas guider. C'est un message que vous avez envie de faire passer. Une idée peut-être que vous n'avez pas eu le loisir de partager là, pendant les 1h40 qui viennent de s'écouler. Votre message de la fin sur quelques minutes. Elles n'étaient pas préparées à ma question spontanée. Voilà, faites-vous confiance. Qu'est-ce qui vient ? Moi, j'ai juste envie de dire que dans ce monde, en fait, les ressources sont précieuses, quoi, et qu'il faut en prendre soin.
et que l'élément humain est au cœur de tout, quoi. Et que si on ne prend pas soin de l'élément humain, ben on va nulle part. À la fois dans nos sociétés, à la fois pour guider, pour mener ce monde et pour vivre aussi une transformation durable. Donc ce qu'on a touché ce matin, c'est-à-dire l'élément humain, c'est vraiment, en tout cas, à mon avis, le cœur du cœur du cœur du cœur, quoi. Et que tant que les entreprises et le monde financier n'aura pas compris ça et que l'humain n'est pas qu'un élément de production, c'est aussi un élément, un être en devenir, qui justement permet à tout le monde de progresser, d'évoluer positivement. Eh bien, on n'ira pas dans le bon sens. Voilà. Ouais, je rebondirais, je continue peut-être, Irène. Juste souligner, c'est la femme de communication qui reprend le lead, mais quand on utilise la formule le capital, en fait, le principal capital d'une entreprise, c'est son capital humain. Voilà. Il n'y a pas d'entreprise sans humains qui sont présents, dont le corps est là, et qui ne font pas preuve de présentéisme, c'est-à-dire leur corps est là, mais leur tête est ailleurs, mais voilà, qui sont présents et qui sont engagés, qui sont motivés, qui croient en la mission profonde de l'entreprise, qui vont y mettre, comme le dit Yves Clos, du cœur à l'ouvrage, voilà, qui vont vraiment être complètement engagés, investis, passionnés. Et après, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, vu que c'est déjà pas le cas dans la vie de tous les jours au travail où on revit dans un autre écosystème qui est un peu plus artificiel, voilà, c'est pas toujours évident. Je trouve ça chouette, Maryse, que tu conclues sur cette dimension profondément humaine, parce que la situation d'un collaborateur en arrêt de travail, on est vraiment là pour le coup dans l'humanité avec toute sa fragilité qui fait tellement peur et qui pourtant mérite tout simplement d'être accueilli, d'être accepté. Et ça ferait un bien fou à toutes ces personnes qui se pensent être, et je vous parle autant que je me parle, un super-héros avec la cape dans le dos. On a toutes et tous, on est toutes et tous traversés par plein d'émotions. On ne peut pas être des super-héros toute la journée. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Nathalie, pardon. Non, mais je rebondirais sur la notion de fragilité parce que moi j'ai envie de rester sur ça. C'est que la fragilité, à un moment donné, ça peut être une force. Ne le voyons plus comme un risque, mais comme une force de grandir, de mieux se connaître. On traverse cette période d'arrêt avec bien sûr beaucoup de difficultés, de douleurs, mais on en ressort plus grand parce qu'on se connaît mieux, qu'on va savoir se positionner différemment dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. On va être capable de, comme je dis souvent, de sortir les petites antennes dès qu'en fait on n'est plus en accord avec soi. Ben, ça va se sentir. Donc être à l'écoute de ce qu'on ressent, de faire confiance. Et je reprendrai une phrase que je dis souvent de l'AMI, le texte fondateur de la QVT, que chacun trouve sa place au travail, mais que le travail garde sa place parmi les autres activités humaines. C'est-à-dire que le travail ne doit pas être là, il doit pas être là, on est toujours sur un fil, l'équilibre. Et à chacun de trouver ses marques de manœuvre. Et moi, je prends l'humain et je crois qu'on a tous son pouvoir aussi de faire bouger, d'avoir envie d'avancer. Et voilà, c'est un message aussi d'espoir que j'ai envie de donner. Il y a des gens aussi en arrêt. Bon, c'est peut-être dur, mais vous allez rebondir 10 fois mieux et ça, c'est important. Et l'authenticité. Voilà, je crois que quand on parle de l'humain, on est tous susceptibles à un moment donné de traverser des situations difficiles. Donc, autant s'épauler et trouver la posture la plus adaptée. Et puis, si on est maladroit, c'est pas grave, quoi. Soyons comme on est avec nos imperfections et arriver à accepter ça. Mais il faut passer toute une vie pour accepter ça. Et quand on avance en âge, je dirais que voilà, on a plus de. Ou quand la vie nous met face à des accidents qui sont des accélérateurs de prise de conscience. Tout à fait. Merci à toutes les deux, Maryse, Nathalie. Alors, j'essaye de partager, un petit document, voilà, juste pour vous réafficher à l'écran. Merci à toutes les deux d'avoir, j'ai envie de dire, ralenti pendant ces 2 heures, parce qu'on a été très dynamique et impliqués et on a échangé ensemble, mais on a accordé 2 heures à ce sujet. Voilà. 2 heures d'arrêt de travail pour peut-être travailler, ou non pas dans le sens classique et laborieux du terme, mais œuvrer pendant ces 2 heures, toutes les 3.
voilà, réaliser une activité qui porte du sens pour nous, qui est de témoigner, qui est de faire avancer les choses. Merci de tout cœur à toutes les deux pour le temps accordé, pour l'énergie, l'implication, à la fois dans la préparation et dans la présence aujourd'hui. Merci pour vos témoignages sincères, parce qu'il y a des choses que vous avez partagées qui ne sont pas forcément non plus évidentes, des tranches de vie, des pratiques qui peuvent être chouettes, puis d'autres qui méritent encore d'être perfectionnées. Donc, merci. Je sais que le public au travers du chat a pu être présent avec vous, vous écouter. Les gens sont restés pendant les 2 heures. Donc c'est qu'on a su et que vous avez su maintenir leur attention. Voilà, je vous dis merci de leur part. Je vais, sur ces quelques dernières petites minutes, juste faire un focus sur Wunjo, et notamment Nathalie, sur les 2 formations que tu animes au sein de Wunjo sur le sujet du jour. Donc, comment on accompagne le retour à l'emploi après un arrêt de longue durée. Et ça, cette formation-là, elle s'adresse aux managers. On a vraiment vu sur le terrain que les lignes managériales ont des difficultés d'appréhension du sujet, de connaissance et de compétences. Et donc là, on a une formation qui est un petit bijou qui permet sur un temps court de monter en conscience et en compétences pour savoir au mieux réintégrer un collaborateur et une collaboratrice. Et puis derrière, pourquoi pas de faire des petits au niveau du service RH pour créer des kits de ré-onboarding après arrêt de travail, soyons fous. Et puis, focus aussi sur les ateliers que tu proposes, hein, Nathalie, pour les personnes qui sont en arrêt de travail et dont l'état d'esprit, avant cette reprise, est ambivalent. Des personnes qui sont à la fois dans un état d'esprit positif parce qu'elles se disent « Ok, je suis enfin en mesure de retourner au travail, de reprendre une routine plus classique. J'ai envie de retourner au boulot, j'ai envie de montrer que je suis en forme, j'ai envie voilà, que le travail porte ses promesses d'accomplissement et de réalisation de moi-même. » Puis il y a une autre part de moi où c'est beaucoup plus difficile, où je me sens incertain par rapport à moi, par rapport à mes compétences et à mes aptitudes, à retrouver mon poste et à avoir encore des responsabilités, ou peut-être à rattraper mon retard. Là, j'ai des incertitudes aussi parce que j'ai potentiellement encore de la fatigue ou des faiblesses, et ça peut affecter mes performances. Puis les appréhensions par rapport aux autres, hein, que tu traites à l'occasion de ces ateliers, qui est finalement tout le pouvoir qu'on va donner aux autres de juger finalement qui on est, comment on va, le pouvoir qu'on va donner aux autres de nous accueillir, parfois les projections qu'on se fait qui sont catastrophiques, de la façon dont on va être intégré et réaccueilli, et parfois malheureusement aussi réalistes. Et tu traites dans ces ateliers comment on peut finalement se sentir moins isolé, plus confiant, moins embarqué avec nous nos blessures d'exclusion, de trahison, etc. Donc voilà, deux formats qui sont absolument précieux, que Nathalie propose au sein de Wunjo. En quelques instants, juste un tout petit focus sur 2 formations pour les salariés aidants. On n'en a pas parlé à l'occasion de notre webinaire. On a une formatrice merveilleuse qui s'appelle Emmanuelle Rivoire, qui, elle, accompagne les salariés aidants. Et Dieu sait qu'en termes de statistiques, les salariés aidants s'empêchent beaucoup d'être en arrêt de travail. Et quand ils le sont, c'est encore une situation encore plus complexe. Donc voilà, on était aussi cette semaine sur une semaine événementielle et on honorait les salariés aidants. Chez Wunjo, on est des fanats de qualité de vie au travail. Si un jour vous voulez sensibiliser au sujet, n'hésitez pas à faire appel à nous pour la fresque de la QVT, qui est dans la mouvance des fresques, mais sur un format un peu plus atypique et un peu plus long, un peu plus impliquant pour vos parties prenantes. On a un cadeau, cher public, qui est réservé aux personnes qui suivent nos webinaires à l'occasion de série 2023, que vous soyez en live ici et maintenant, ou que vous regardiez cette vidéo en replay. On a parlé de l'arrêt de travail et de finalement cette chute dans laquelle on va, parfois par accident et parfois suite à un processus qui est plus insidieux. Chez Wunjo, on a réalisé plusieurs années de recherche et de développement pour parvenir à modéliser les déterminants qui fabriquent le bien-être au travail et qui fabriquent le mal-être au travail. Et à partir de cette modélisation des besoins des individus au travail, on a fabriqué une web application. Alors, c'est encore un gadget digital, on peut le regarder comme ça. Je vous invite à le vivre. Et c'est le cadeau que Wunjo nous fait. Et Sonia, qui est votre animatrice dans le chat, fait partie des consultantes certifiées. C'est un temps pour vous, en fait, qu'on vous propose de vous offrir. 1 heure en tête-à-tête avec l'une de nos consultantes, où pendant 1 heure, vous allez vivre cette introspection,
à la fois très profonde, très intime, sans être intrusive, pour pouvoir faire un état des lieux et un point sur votre qualité de vie au travail personnelle. Donc, grâce à ce questionnaire qui est absolument merveilleux, c'est un outil merveilleux. Offrez-vous ce cadeau-là et nous, chez Wonjo, dans nos actions bénévoles, on souhaite pouvoir offrir ce temps-là. Si vous souhaitez en profiter, Sonia, dans le chat, va vous mettre le lien. Vous n'avez qu'à remplir le petit formulaire et on aura grand plaisir à vous faire vivre ça. Voilà, notre dernière causerie est cet après-midi. On en aura animé 6 au total chez Wonjo cette semaine. Je vous affiche à l'écran les thématiques qu'on a pu aborder hier et avant-hier. Je vous invite, si vous êtes sensible au sujet du burn-out, à aller regarder en replay le webinaire sur la prévention du burn-out qui était hier après-midi. On a pu avoir des témoignages poignants de dirigeants le 11 octobre matin sur le management inclusif avec une cascade de bons conseils donnés par un dirigeant sur comment on peut intégrer la diversité, manager la diversité au quotidien et cultiver un sentiment d'inclusion chez les collaborateurs de manière à favoriser un maintien en emploi positif. Et puis, des sujets plus orientés QVT pur du 10 octobre au matin où on a parlé de mettre en place une démarche qualité de vie au travail. Et le 10 octobre après-midi, on a parlé justement de l'approche par les besoins. Comment on peut aller écouter les individus et comprendre leur singularité pour ensuite faire remonter l'information à l'échelle collective et enfin avoir des plans d'action QVT collective qui nourrissent la réalité des besoins des travailleurs plutôt que d'être des vues de l'esprit et des suppositions de la direction. Voilà, cet après-midi, dernier webinaire qui sera très particulier dans le sens où on va s'adresser uniquement aux acteurs de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique. C'est aujourd'hui chez Wonjo une très grande partie de nos activités. Ces structures associatives qui, chaque jour, œuvrent pour redonner de la dignité humaine par l'emploi et qui accompagnent des demandeurs d'emploi à revenir dans l'univers du travail. Vous voyez le lien avec le sujet de ce matin. Ces personnes qui, parfois, sont sur des périodes de chômage longs, qui sont consécutifs à des arrêts de travail longs, et qui parfois ont peur de retourner dans cette vie professionnelle pour tout un tas de raisons et de bonnes raisons. Et ces acteurs-là, dans l'IAE, sont extrêmement innovants et ont décidé de placer la qualité de vie au travail au cœur de leur mode de fonctionnement. On aura un témoignage très intéressant cet après-midi de Sylvia Ricci, qui dirige une association intermédiaire et qui est la référente politique nationale du réseau CORAS. Voilà, il me reste vous partagez les coordonnées de chacune de nous trois. Vous nous trouverez sur LinkedIn. Alors, on n'a pas de petits noms, hein. On s'appelle tout simplement Nathalie Garcia, Maryse Pennen et Emmanuel Bessez. Vous avez également nos adresses email en dessous. On espère qu'on aura aujourd'hui traité l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat. Peut-être que si vous repartez avec un peu de frustration, on en est absolument désolé. L'échange peut rester ouvert. Je sais que Maryse, Nathalie, comme moi, on sait aussi accorder des plages de notre vie pour ça. Ça fait partie de notre vision du monde. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin pour conclure. Il est quasiment midi. Nathalie, Maryse, le mot de la fin vous revient. Moi, j'ai été personnellement ravie de participer à cet échange. Tu m'avais prévenu, Emmanuel, tu m'avais dit ce sera une causerie, comme si on prenait un café ensemble. Je me suis sentie incluse. C'était un sujet vraiment qui, comme vous l'avez compris, me passionne aussi. Et ravie d'avoir contribué, d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice aussi, si j'ai pu éclairer certains et certaines parmi vous. Voilà, donc merci à toi. Merci Maryse. Maryse que j'ai rencontrée à l'occasion d'un conseil d'administration. On est toutes les deux administratrices d'une association qui s'appelle FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, qui est un acteur présent au niveau national et puis dans notre région, qui est l'Occitanie et la région toulousaine, et qui œuvre chaque jour pour permettre à des entreprises qui souhaitent être responsables et inclusives de trouver des leviers, des actions et de se fédérer pour se sentir un peu moins seules avec leurs envies d'humanisme. Merci Maryse. Allez, le petit mot de la fin, Nathalie. Merci Emmanuel de m'avoir permis de pouvoir livrer ces témoignages, parce qu'on n'a plus l'occasion de parler de ce que vivent les gens au quotidien, et je trouve que c'était courageux aussi de proposer cela.
cette semaine bien complète. Merci pour la liberté de parole et l'humanité qui transpire dans toutes ces causeries. Le terme, voilà, ton image est sincère, authentique, et on parle des vrais sujets qui nous concernent tous. Donc, merci. Pour moi, c'est un nouveau défi aujourd'hui et contente de l'avoir relevé aussi à titre personnel. Bonne journée. Merci à toutes les deux. Belle journée à toutes et à tous. Au revoir. Belle journée. Au revoir. Au revoir, merci.